Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de Tsukimi. On est en direct, c'est le premier épisode de l'année, donc déjà au nom de toute l'équipe qui est autour de moi, on vous souhaite vraiment sincèrement nos meilleurs vœux, la santé, le bonheur, plein de mangas, tout ça vous connaissez, mais voilà, vraiment merci d'être là ce soir. Un coucou aux copains de Vega Dupuis qui sont aussi en live à côté avec Thierry et Sébastien et toute l'équipe, on les salue très fort et on n'hésitera pas à faire un petit raid comme la dernière fois. Beau programme aujourd'hui encore une fois, vraiment je suis très content. Alors c'est pas tout à fait la pleine lune, vous pouvez arguer que c'est demain techniquement la pleine lune, mais peut-être qu'on sera en live à minuit, déjà vous le savez pas, mais j'espère que non. Et surtout c'était beaucoup plus pratique si on voulait qu'il y ait une émission ce mois-ci, donc voilà, pour les plus tatillons d'entre vous, on s'excuse, la lune n'est pas tout à fait pleine, elle est à 98% pleine. Comme d'habitude surtout, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, je sais pas comment ça marche, mais voilà, il y a des boutons, ça doit être à peu près simple. Vous n'avez pas besoin d'envoyer vos primes, je répète, hein, juste vous abonner et puis participer dans le chat, c'est déjà très bien. Évidemment, un invité exceptionnel, vous le savez, puisque je vais recevoir Fausto Fazulo aujourd'hui, donc on va parler Angoulême, on va parler Mad Movies, d'Atome, de son parcours, etc. Mais avant ça, je tiens à vous présenter nos premières sorties de l'année, du coup, qui sont sorties tout début janvier. Et pour ça, on va direct lancer le premier jingle, Mikazuki, c'est parti. Bah ouais, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Hein. Les sorties de ta vie. Incroyable, incroyable. Moi, je suis sidéré là en fait. Hein. Je me permets de prendre la parole. C'était incroyable. Ouais. Et vous le voyez pas, mais il est là, vous le voyez. Ah non, incroyable, ce savoir-faire. Alors là. Incroyable. On va faire comme si Fausto n'était pas là, si vous voulez bien. Donc les 3 premières sorties de l'année, on va commencer tout de suite avec un lancement. Mais alors, c'est évidemment la suite directe de Butterfly Beast, premier du nom. Butterfly Beast 2 de Yuka Nagate, qui est bleu cette fois, vous avez remarqué, c'était rouge sur le premier et cette fois c'est bleu. Série qui paraîtra en entier en 2022, en 5 tomes, qui est la suite directe de Butterfly Beast 1, qui est la suite et la fin de Butterfly Beast. Mais ça, c'était avant que Butterfly Beast sorte en France, puisque quelques indiscrétions nous laisse comprendre que Butterfly Beast 3 est peut-être envisageable dans un futur proche. Donc écoutez, on sera ravis de publier Butterfly Beast 3 et quasiment en direct avec le Japon si tel est le cas. Mais d'ici là, vous avez Butterfly Beast 2, c'est toujours une des très bonnes surprises pour nous vraiment de l'année 2021, que ce soit au niveau de la critique, au niveau des ventes et tout ça, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Butterfly Beast 2 est peut-être un petit peu plus adulte, un peu plus dur, un peu plus... Voilà, ça pardonne vraiment rien dès le départ. Ça aborde un sujet qui est hyper intéressant, qui sont les missionnaires portugais notamment, qui ont voulu répandre la bonne parole chrétienne au Japon et qui se sont vite pris un mur. Si vous avez vu Silence de Martin Scorsese, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et puis toujours Ocho et ses fantômes du passé et la chasse des samouraïs dévoyés et tout ça. Voilà, c'est vraiment un super bouquin. Toujours Johan à la traduction, Johan Leclerc pardon à la traduction, et puis Anne Demar au lettrage avec des onomatopées de foufou. Je vous laisse les regarder dans le bouquin et tout. Voilà, donc Butterfly Beast 2, c'est sorti début janvier. C'était accompagné bien évidemment d'un autre samouraï dans une toute autre ambiance, qui est notre cher Keiji, amoureux des fleurs, des femmes, du bon vin et des grosses bastons. Keiji tome 4, donc le voyage a définitivement commencé. Vous le savez, si vous êtes à jour sur la série, Keiji a un peu quitté ses terres pour aller découvrir le reste du Japon et redresser les torts à peu près de tous les gens qui croisaient sa route. Qui sont à peu près toujours les mêmes, en fait. Il y a une espèce de Team Rocket qui est sur son dos et dont il n'arrive pas forcément à se défaire. Tome un poil plus tragique que les précédents aussi, donc on va passer dans une autre ère de Keiji où les enjeux vont être un peu plus forts. Ça s'explique notamment parce que vous le savez, Keiji c'est une adaptation de roman et en fait les premiers romans étaient très dans la célébration un peu du Kabukimono et après on est vraiment plus dans l'histoire du guerrier et pourquoi ce guerrier est resté légendaire, etc. Donc voilà, toujours une super trad d'Odilon, toujours un lettrage de Bakayaro, les dieux des onomatopées. Donc voilà, c'est dispo en librairie aussi, allez chercher. Et puis vous le savez peut-être, je ne sais pas si je l'ai dit à vrai dire, on accélère l'apparition de Keiji en 2022. Alors, pas tout à fait sur le tome 5, mais c'est pas de notre faute, je vous la raconterai un jour celle-là. Mais on était à un tome tous les 3 mois jusqu'à maintenant, et on va passer à un tome tous les 2 mois. Du coup, parce que, mine de rien, il y a un paquet de tomes à faire, il y a un paquet de séries Tetsuhara à publier. Et donc, même si Odilon nous déteste parce qu'il passe sa vie à traduire du Tetsuhara en ce moment, du coup, vous aurez plus de Keiji cette année, et pareil pour Soten no Ken, bien évidemment, mais on en reparle le mois prochain. Et enfin, la dernière sortie du mois de janvier, alors c'est le premier Aohashi de l'année, mais c'est loin d'être le dernier, puisque en décembre 2022, on sera à Aohashi tome 12, en novembre même, Aohashi tome 12. Donc vous aurez compris, si vous n'êtes pas au courant, qu'on va accélérer la parution d'Aohashi à partir de mars, à un tome par mois pendant le printemps pour fêter l'arrivée de l'animé.
Donc vous aurez le tome 7, 8, 9 qui seront sur mars, avril, mai, puis le tome 10 sur juillet, pile au moment de Japan. En fait, la date de sortie tombe le mercredi de la Japan Expo. Et surtout, mais vous êtes déjà un paquet à l'avoir lu, je pense, dans le chat, là, c'est un tome qui va tout changer, avec un cliffhanger spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais avec un ami hier à la maison qui n'y croyait pas et qui me disait mais pas du tout, on connaît les mangas, les cliffhangers, les machins, les trucs. Et ben écoutez, je ne dirai rien. Toujours est-il que la vie d'Ashito, en tout cas sa carrière, va changer drastiquement à partir de ce tome 6. On entre pour moi dans le bon du gâteau d'Aohashi. Là, vraiment, les tomes 7, 8, 9, 10 sont primordiaux dans son évolution au sein du Tokyo City Esperion. Au niveau du dessin, j'oserais dire que Kobayashi Sensei fait vraiment un taf assez dingo sur ces tomes-là, cette partie-là où il y a un trait qui rappelle la mort Urasawa, et donc on comprend aussi pourquoi Urasawa aime autant Aohashi derrière. Et voilà, toujours notre chouchou, toujours notre premier bébé, ça le sera à jamais. Premier manga à être adapté en animé, donc ça va être un peu son année. Et je suis content de commencer avec ce tome-là parce que c'est vraiment un tome ô combien précieux. Et j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à le lire. En tout cas, c'est ce qu'on a l'air de comprendre. Et je remercie vraiment tous les gens, que vous soyez lecteurs, influenceurs, prescripteurs, journalistes spécialisés, blogueurs, youtubeurs, etc. On voit qu'il y a un vrai truc qui se passe sur Aohashi depuis quelques semaines là et qu'il y a beaucoup de gens qui font des dossiers, notamment, je pense à Esprit Otaku, que je remercie très fort, qui a fait un super dossier sur pourquoi commencer Aohashi. Et je suis content parce que ça veut dire aussi que la qualité de la série parle d'elle-même et qu'arrivé au tome 6, bah, voilà, normalement, quand on est convaincu à un tome 6, c'est qu'on va aller jusqu'au bout de la série. Et ça a l'air d'être le cas de beaucoup de gens. Donc voilà, vraiment merci du fond du cœur et on va continuer à en prendre soin. Et évidemment, c'est une trad de Anne-Sophie Thévenon, un lettrage de Martin de Black Studio que je salue très fort aussi, qui a mangé une très bonne galette des rois ce week-end. Petite précision sur les trades quand même, parce que je vais le préciser, je veux pas qu'on fasse trop le show-off de dire nous on le fait, et ça c'est pas du tout le propos, parce que c'est grâce à vous, le chat de Tsukimi, qu'on a pensé à le faire en fait, et qu'après on l'a fait. À partir de maintenant, tous les traducteurs sont nommés sur la 4e de couverture. Et évidemment, ce n'était pas le cas sur Aohashi tome 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera le cas sur les réimpressions. Et c'est le cas sur tous les mangas à venir, à l'exception des Junji Ito, puisque la DA des Junji Ito est très précise et très arrêtée et tout ça. Mais Anaïs est très bien créditée à l'intérieur des bouquins et c'est vu avec elle est très contente comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi, parce que c'est une petite attention, mais mine de rien, ça veut dire beaucoup. Et ça participe un petit peu d'un changement aussi du statut du traducteur. Et la prochaine étape maintenant, et c'est moi ce qui m'obsède, c'est le lettreur. Et voilà, il y a des choses à faire avec les lettreurs dans leur reconnaissance, du coup, parce que c'est un métier vraiment dingo, particulièrement dans le manga. Mais là, ça se passe plus du côté des contrats et des rémunérations et ce genre de choses et tout ça. Mais il n'est pas impossible qu'un jour, le lettrage soit marqué aussi derrière, va savoir. Du coup, on fera ça par étapes, un peu en escalier. Mais voilà, c'est possible qu'on y arrive un jour. Allez chercher tout ça en librairie. Les prochaines sorties, c'est début février. On en reparle à la fin de l'émission. Mais vous aurez Shigahime tout début février. Et par contre, le Junji Ito, je dois vous le préciser là, dans cette partie news, les chefs-d'œuvre de Junji Ito tome 2 est décalé à fin février, au 20 février, quelque chose comme ça. Donc c'est 3 fois rien, c'est 2 semaines de décalage pour vous. Et par contre, Frankenstein sera décalé d'1 mois. Pourquoi ? Je ne vais pas vous faire toute l'actu de l'Italie, mais la crise des matières premières frappe vraiment très fort l'Italie en ce moment. Et on est obligé, si on veut réimprimer les chefs-d'œuvre de Junji Ito tome 1 qui est en rupture, de décaler les Frankenstein, tout ça. Donc je pense qu'il y a un moment dans un Tsukimi, dans l'année, où on fera venir un imprimeur pour qu'il vous parle un petit peu de ça très concrètement, parce que je pense que c'est un sujet primordial. Et en attendant, sur les bouquins qui sont du coup cartonnés, on le subit. Mais on va réussir à sortir tous les Junji Ito cette année quand même, il n'y a pas de problème. Les résas papier, les résas carton, comme on dit dans le jargon, sont faites. Donc ça sortira juste avec un petit peu de décalage. Et pour les gens qui n'ont pas pu avoir les chefs-d'œuvre de Junji Ito tome 1, il faudra attendre, je crois, quasiment jusqu'au mois d'avril. Alors, dans les faits, il est sold out au niveau du distributeur. Mais il y a encore des libraires qui l'ont en rayon. Donc il n'est pas tout à fait encore dans cette situation où vraiment plus personne ne peut le trouver. On a des spéculateurs qui vont essayer de devenir riches sur notre dos et tout ça. On n'en est pas encore là. Mais d'ici à ce qu'il revienne en avril, vu que ça prend beaucoup de temps en ce moment de réimprimer, ça risque d'être le cas. Donc c'est pas du tout pour vous pousser à l'achat. Si vous ne voulez pas maintenant, vous pouvez l'acheter plus tard, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, il est sold out, ce qui est aussi le cas de Tomier. Et aussi le cas de Sensor, il n'y a plus de stock du tout. Ça se trouve juste encore un peu en librairie. Et on réimprime évidemment les 3. Et notamment Sensor avec un petit sticker du Festival international de la BD d'Angoulême. J'ai demandé à Ito Sensei de nous faire une petite photo avec. Et j'espère qu'elle arrivera. Voilà pour les news. Je pense qu'on a
à peu près fait le tour. On va pouvoir attaquer le gros de l'émission. C'est moi le gros. Je ne parle pas de toi, évidemment. Alors, juste avant, je pense quand même qu'on peut faire... On a un giveaway, c'est ça? Un petit giveaway. Oui, je ne changerai jamais. Ouais. Excuse-moi, Janice. Il n'y a aucun problème. Bonne année à tous. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas vu. Du coup, eh bien, on fait gagner Butterfly Beast aujourd'hui. Butterfly Beast 2? Ouais, carrément, parce qu'il est beau et que c'est mon préféré. Voilà. Et en hommage à Magla, du coup, il faut taper Butterfly dans le chat, c'est ça? Bah, Butterfly ou bébé, comme tu veux. Butterfly ou bébé? Ok, bon, l'équipe tirage au sort. Ils disent quoi? Il faut que tu choisisses, Janice. Eh bien, bébé dans le chat. Ok, ce sera bébé. Et ben voilà, gagner Butterfly. On vous dit dans une minute qui est le vainqueur de Butterfly Beast. Et on attaque tout de suite, du coup, le gros de l'émission. Dugan, jingle. Trop de réunions, je parle trop vite. Mon cher Fausto, bienvenue. Bah merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout on a short notice, je dirais. Ouais, plutôt. Bah, je suis ravi d'être le premier invité de l'année, apparemment. C'est vrai? Ce que j'ai cru comprendre. C'est vrai, de fait, exactement. Fou. Puisque pour être tout à fait... Étais-je le seul qui n'était pas atteint du Covid, en fait? Non, on n'a jamais eu d'invité de remplacement, on n'a jamais eu de plan B, en fait, parce qu'on n'y a jamais même pensé à la possibilité d'avoir un plan B, ce qui, un jour, il faudrait peut-être qu'on fasse ça quand même, parce qu'avec le Covid, c'est vrai que c'est risqué, jamais, tu fais bien de me le dire. Non, c'était simplement que je te sais très occupé. On va très vite comprendre pourquoi... Mais je suis pas loin. Mais par contre, t'es pas loin, ce qui est un peu un petit avantage, effectivement. Ça faisait un moment qu'on voulait se voir aussi tous les deux. Et donc, c'était l'occasion que tu viennes un petit peu nous parler de tes deux casquettes qui sont vraiment très liées au manga, que sont Angoulême d'abord et Atome ensuite. Donc, on va y consacrer 2 parties. Mais avant ça, car tu es un homme plein de mystères, que beaucoup de gens connaissent sans connaître, finalement, que beaucoup de gens croisent sans forcément avoir le temps de t'arrêter pour discuter. Notamment, ça a été mon cas à Angoulême, où je t'ai vu animer des conférences pendant des années. Ah ouais? En fait, on n'avait jamais l'occasion de se croiser jusqu'à il y a quelques mois. Et donc, j'aimerais un petit peu remonter le fil du mystère Fausto, et surtout que tu nous racontes ton histoire qui te... C'est pour ça le divan, en fait. C'est pour ça le divan, exactement. C'est un peu une psychanalyse, Tsukimi, effectivement. Non, mais un peu comprendre comment tu en arrives aujourd'hui à être donc directeur artistique du manga d'Angoulême, qui est la première casquette pour laquelle on te reçoit. Et surtout, comment tu es devenu rédac-chef de Mad Movies, comment tu as mis un pied dans le cinéma, comment toi, qui n'étais pas un Parisien, qui n'avait pas forcément des parents qui bossaient dans le cinéma... Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. Qui démarre à Nice, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Se retrouve ici avec ces 3 missions quand même assez balèzes. Je ne sais pas par où tu veux commencer, jusqu'à quel point tu veux diguer aussi dans tout ça, mais où est-ce que ça commence, cette passion pour la pop culture, oserais-je dire, même si c'est le... Bah écoute, non, c'est de manière très naturelle, je pense à peu près comme tout le monde. Quand tu grandis dans les années 80, tu es à peu près exposé aux mêmes choses au même moment. Concernant la culture manga, elle transite évidemment par la diffusion à la télévision des dessins animés au Club Dorothée. C'est vrai? Tu restes un enfant du Club 2 quand même? Bah évidemment. Évidemment, enfin, tu vois, ce serait mentir que de dire le contraire. Donc, tu grandis en regardant Dragon Ball, Hokuto no Ken et ce genre de choses. Parce que tu es un petit peu plus âgé que moi, sans vouloir faire de... Je suis de 83. Tu es de 83, de 88. Donc, moi, c'est vrai que je suis vraiment génération Sensei à Dragon Ball. Toi, tu as dû prendre Hokuto no Ken et Nicky Larson, par exemple. C'est ça. J'ai Hokuto no Ken, Nicky Larson, et tout ça était en plus voisin de ma découverte du cinéma fantastique. Donc en fait, c'était vraiment, si tu veux, mes 2 passions, même si c'est le cinéma avant d'être le cinéma fantastique. Mais la première exposition vraiment, si tu veux, traumatique, c'est le cinéma fantastique. Et moi, je vois Batman de Tim Burton, si tu veux, en 89 en salle. J'ai 6 ans. Tu vois, c'est quelque chose que... Ça explique 2-3 trucs. Voilà, forcément, ça cause quelques séquelles, ça te fait poser quelques questions. En plus, à côté de ça, tu vois le clip de Prince à la télé avec toutes les Batgirls. Avec la vraie Batmania. Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Donc, c'était pas le premier film que j'avais vu en salle, parce que j'avais vu Les Maîtres de l'Univers avec Dolph Lundgren, une production Canon en 87. Ça, c'est le premier film que j'ai vu en salle. Je sais pas si j'ai bien commencé, mais j'ai commencé avec un film de Dolph Lundgren, en tout cas. Tu as commencé bien pop culture, en tout cas. Voilà. Sauf qu'évidemment, quand tu as cet âge-là, tu ne réfléchis pas, tu tires pas de plan sur la comète, tu te projettes absolument pas. Donc, moi, j'ai toujours été curieux, tu vois. Toutes ces choses-là arrivaient sous mes yeux sans vraiment que je ne fasse quelques distinctions que ce soit.
Et puis après, très vite, j'ai été Le attiré. cinéma, c'est familial, par contre, c'est... Ouais, c'est familial, mais c'est familial sans être vraiment cinéphile. C'est-à-dire que j'avais des grands frères Ouais. vraiment bien plus âgés. Donc de fait, ils m'ont montré des films que j'étais pas forcément censé voir. Du Dario Argento, du... C'était pas aussi pointu. J'ai plutôt vu des films comme Mad Max, tu vois, des films comme Evil Dead, des films comme Hellraiser, donc des choses, films comme Predator, enfin voilà, des trucs que j'étais trop jeune pour avoir vu en salle ou qui étaient déjà sortis précédemment. Culture 80s un peu élevée, effectivement. Ouais, voilà. Un enfant de 6 ans n'est pas censé découvrir. Exactement. Mais cela dit, très vite, j'ai fait mon choix. C'est-à-dire que quand tu commences par des films justement comme Mad Max ou Hellraiser, en fait, en vrai, tu ne peux pas ensuite regarder Star Wars et les Goonies. J'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, c'était impossible. Et encore aujourd'hui, Star Wars, c'est vraiment une franchise dont je me contrefous totalement. Ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé. Je comprends les fans, tu vois. En fait, non, je les comprends pas trop, on va dire. Mais tu vois, je suis infiniment plus excité à l'idée de savoir que George Miller tourne Furiosa plutôt qu'on me dise, tiens, il y a Boba Fett sur Disney+. Je m'en fous complètement. Ce qui est plutôt, je dirais pas forcément normal, mais en tout cas un peu rassurant. Quand même, de la part de quelqu'un qui aujourd'hui est rédacteur de Mad notamment. Peut-être, ouais, je sais pas, parce qu'après, tu vois, genre, je vis pas non plus dans le culte des années 80. Très objectivement, quand tu regardes cette décennie-là en termes de cinéma, elle est plutôt faisandée en vrai. C'est pas, voilà, il y a quelques jalons et quelques films un peu totems, mais globalement c'est plutôt une mauvaise décennie. Moins pire entre guillemets pour parler un bon français que les années 90, mais c'est quand même pas terrible. Ouais. Donc tout ça pour dire qu'effectivement après tu regardes des animes, des dessins animés, parce qu'à l'époque il n'est pas du tout question d'anime. Tu regardes en cassette vidéo Akira parce que tu as un pote qui a la chance d'avoir Canal+ et qui du coup l'a enregistré à la télévision. Donc voilà, tu le regardes comme ça, tu comprends pas trop ce que tu vois. Tu recontextualises pas forcément non plus ce que tu vois. J'avais vu des extraits d'Akira, je me souviens précédemment, dans une émission qui s'appelait Babylone. Dans laquelle ils avaient passé la bande-annonce du film, je me souviens. Donc c'était la première fois que des images d'Akira étaient diffusées à la télé française. Donc la 5 aussi a eu un rôle assez fondamental. On y pense souvent pour Captain Tsubasa notamment, mais en fait c'est vrai que la 5 a fait un travail énorme, notamment pour Otomo. Et je crois que cette fameuse projection où Otomo vient, il y a Mobius et Dionnet et toute l'équipe là qui est à Paris pour présenter Akira, il me semble que c'est organisé avec la 5. Et On peut remercier Berlusconi, comme quoi il a fait de bonnes choses. Oui, c'est vrai que c'était la chaîne de Berlu. Voilà. Les jeunes, si vous ne connaissez pas Silvio Berlusconi, nous vous laissons découvrir la fiche Wikipédia. Est italien en plus, j'imagine. Voilà, mais je ne suis pas fan de Berlusconi non plus. Mais voilà, après tout ça suit son cours. J'achète les fascicules Glénat en kiosque, les petits fascicules, donc Akira. Voilà, colorisé. Donc attends, ton premier manga à lire. C'est vraiment Akira. C'est vraiment Akira. J'ai suivi. En fait, finalement, évidemment, j'aime beaucoup Dragon Ball, mais en fait, si tu veux, ça valide un peu ce que je te disais précédemment, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé de lire ou de voir des choses qui ne m'étaient pas destinées. Et de fait, en ayant cette espèce de coup d'avance, j'avais du mal à regarder des choses lire des choses qui pourtant étaient de mon âge. Donc de fait, quand tu tu peux lire tout à fait les deux en parallèle et prendre du plaisir avec l'un et l'autre. Mais donc Akira, quand ça sort en français, c'est 90. C'est 90, donc t'es petit encore. Ah oui, bien sûr, j'ai 7 ans. Tu lis Akira à 7 ans. Ah oui. Oui, absolument. Okay. Mais en fait, le truc, c'est que... Alors, autant la première partie, voilà, mais la deuxième partie... Mais c'est hyper séduisant. C'est-à-dire que, je veux dire, tu lis les premiers fascicules d'Akira, c'est le chapitre Cycle Wars, c'est quand même des mecs sur des motos qui se mettent sur la gueule. Très objectivement, quand t'es gamin, tu adores ça. Écoute, en tout cas, moi, j'adorais ça. Une toute petite confession de ma vie privée, j'en fais pas souvent, mais mon fils, j'ai la moto d'Akira avec Kaneda dans mon bureau, avec le Tetsuo, tu sais, Medicom, machin. Mon fils a pété les plombs dessus, à tel point que je vis... Mais vraiment, c'est un appel au secours, je vis un enfer où tous les jours il hurle pour monter, pour avoir le droit de jouer avec cette moto. Donc je lui ai donné une petite miniature gâchapon que j'avais chopée à Tokyo, mais non, évidemment elle roule pas, donc il faut la grande qui fait la lumière et le son et machin. Et il dit très bien Kaneda, et alors qu'il a 2 ans, tu vois, donc il est là toute la journée, je peux voir Kaneda et tout. Je dis mais non, mais comment il va grandir cet enfant, il va avoir Akira comme espèce de référence visuelle toute sa vie, comme un des premiers contacts avec tout ça. Et bon, en même temps tant mieux, hein, parce que niveau design et tout, il n'y a rien de plus marquant qu'Akira, et encore aujourd'hui, je pense que c'est une des œuvres qui vieillit le mieux, que ce soit en manga ou en anime. Ah bah complètement, ouais. Mais effectivement, j'essaie de me remettre à ta place. Akira en 90, qui est déjà une baffe pour tous les Occidentaux qui ont 30 ans passés, si tu te le prends à 7 ans, effectivement, ça te change un peu ton logiciel. Ouais. Puis ça veut dire que tu prends Ghost in the Shell à 12 ans en plus. Alors Ghost in the Shell, très curieusement, je l'ai pas lu immédiatement. Okay. Et en plus, c'est quand même
bien plus difficile d'accès Je qu'Akira. parlais de le voir, du coup, parce que Ghost in the Shell, Ah, c'est de vrai le voir, qu'à non, je l'ai lire, vu bien tu plus tard. Ok, Je l'ai vu bien plus tard, je l'ai vu en cassette vidéo des années après. ok. Et c'est un film en plus qui pour le coup est beaucoup moins accessible qu'Akira, je pense, enfin Ouais. qui demande d'avoir un peu de bouteille, façon de Il faut un parler, peu mais ouais. voilà, disons que... Oshi est plus aride que... Et que puis, Tomo, si tu veux, quand tu es ado, tout l'aspect philosophico-contemplatif, métaphysique, c'est pas forcément quelque chose cette qui te fameuse touche. scène de 3 minutes au milieu. Voilà. Ouais. Pourtant, il y a ça dans Akira, mais l'énergie, l'enrobage, le découpage, la violence est telle. Il y a de la violence dans Ghost in the Shell, etc. Mais Akira, c'est tellement c'est un tel concentré d'adrénaline que tu te le prends en pleine tête. Oui, puis tu as cette révolte, cette furie de la jeunesse aussi. Mais que tu vois pas quand tu es collégien ou à l'école encore primaire. Ouais, puis ça te paraît assez logique finalement, ces sentiments exacerbés et tout ça. Enfin, tu vois, tu vois pas non plus une sorte de rébellion. En fait, le premier truc qui m'a marqué en regardant le film Akira, donc d'Otomo, c'était surtout la qualité de l'animation en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'avais comme point de comparaison ce qui passait à la télé. Bah ouais, tu prends Club Do Akira. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce film est censé venir du même pays en fait que les dessins animés que je regarde à la télévision. Comment ça se fait que le niveau de qualité soit si élevé et si différent? Où t'as l'impression que c'est du 60 FPS et tout, l'anime. Ah bah c'est oui, puis encore aujourd'hui, ça reste tétanisant quoi. Ah ouais, complètement. Et puis après, j'achète la revue Kamea aussi, qui était une sorte de proto-revue de prépublication, dans laquelle il y avait à la fois des articles aussi sur le cinéma. Je me souviens par exemple pour la sortie de Tueur né d'Oliver Stone en 94, il y avait des articles sur le film. À côté de ça, il y avait Crying Freeman en prépublication. Donc il y a une sorte de bouillon de culture comme ça auquel je suis exposé et moi je saute les deux pieds dedans. Toujours par un biais effectivement assez adulte quand même, assez. Toujours. Toujours. Et pareil, j'étais gamer à l'époque. Aujourd'hui je le suis quasiment plus. Enfin bon, j'ai des consoles, mais je joue de manière très sporadique. Et c'est vrai que très vite aussi, j'ai été intéressé par les jeux import. Donc en fait, si tu veux, l'Extrême-Orient a été très vite un pôle d'attraction pour moi, bien plus que les États-Unis. Et en fait, c'est passé par effectivement les dessins animés, même si je ne savais pas trop concrètement où ils étaient faits et comment ils étaient faits. C'est quand je me suis mis à jouer aux jeux vidéo en fait, durant mon adolescence, où là, j'ai commencé à fréquenter des boutiques import à Nice, etc. Il y avait une acheter des freeloaders et ce genre de choses. Ce genre de trucs, évidemment, où tu mettais les deux cartouches. Voilà, à Nice, je me souviens, il y avait une boutique qui s'appelait Akira & Co, qui était rue Saint-Siagre à l'époque et qui ensuite a déménagé rue Pertinax, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Akira Store, si je ne m'abuse. Et moi, j'ai fréquenté vraiment cette boutique-là au tout début. C'était une sorte de point de chute pour tous les fans de manga, etc. C'était une chance quand même à Nice d'avoir une. Figure-toi que c'était la deuxième boutique de manga en France après Tonkam. Ah ouais? Ouais. Parce que Tonkam à l'époque, il faut le dire aux gens qui sont peut-être jeunes et qui regardent ce live, aucune librairie aujourd'hui ne fait les chiffres que Tonkam faisait à l'époque. C'était n'importe quoi. C'est-à-dire que Dragon Ball en VO, un tome relié qui venait de sortir au Japon qui arrivait chez Tonkam, c'était 700 exemplaires, quoi. Il y avait des queues, même One Piece 100 aujourd'hui ne fait pas les queues que faisait un Dragon Ball en VO, et les 3/4 des gens qui l'achetaient ne pouvaient pas le lire, hein, littéralement. Mais Tonkam, c'était, voilà, faut rendre aussi à Tonkam ce qui est à Tonkam un peu. À l'époque, Tonkam, c'était de la folie furieuse, quoi. La boutique rue Keller, là, c'était... C'était un lieu de pèlerinage, hein. Moi j'y avais été pour... en montant à Paris. Voilà, en montant à Paris, j'étais à Tonkam et j'ai acheté le premier tome de Video Girl Eye à l'époque. Ah, excellent. Voilà, donc ça fait partie aussi de mes premiers mangas. Ça ne m'était pas forcément destiné. Non, mais en tout cas, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis dans cette boutique Akira, pour revenir sur Nice et pour rebondir par rapport à un de tes auteurs, c'est aussi là où j'ai acheté les 2 premiers volumes en VO de Kuto no Ken de Tetsuhara. Donc voilà, ils vendaient en fait, le Shonen Jump sous blister. Ah ouais. Et tous les mangas japonais étaient du Jump et tout à fait, ils étaient tous blistés, ce qui fait qu'on ne pouvait absolument pas les feuilleter. Sinon, ça aurait été le piège et tous les kids du coin se seraient mis à feuilleter les mangas. Voilà. Et en fait, on achetait ça bien plus cher, évidemment. Enfin, je pense qu'il y avait une marge qui était très importante par rapport à la tarification Eugen à l'époque. Mais voilà, on achetait des garage kits. Je me souviens, ils vendaient aussi les VHS import manga vidéo britanniques. Donc là, tu pouvais te faire tout ce qui était Vampire Hunter D. Exactement. Et moi, je me souviens, ce qui m'intéressait, c'était de voir celle qui était vraiment destinée à l'âge qui était le plus éloigné de moi. Donc, je regardais en fait sur les VHS, les DVD et aujourd'hui les Blu-ray britanniques. Les petits logos. On a les petites pastilles de la BFI en fait, qui nous indiquent en fait les fameux, la classification. Est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est, je me souviens plus, c'est quoi? C'est 4. Bref, il y a 10, il y a 16 ou 18. Ça doit être 14. Il y a un autre. Voilà. Et je me souviens, je prenais les 18. Donc les 18, t'avais Urutsuki Doji, t'avais Crying Freeman, t'avais ces trucs-là, quoi.
t'as Ninja Scroll et tout ça, donc voilà. Puis après, tu achètes ces vidéos-là, Wicked elles sont en City et pâle, tout, tu les mets dans ton magnétoscope Cam, ça passe en noir et blanc, tu te rends compte que c'est pas le même signal, et là, t'es très content. Sur les VHS, il y avait un truc comme bah, ça. les VHS britanniques étaient pâles, en fait. Aussi, ouais, Cam, c'était l'Europe de l'Ouest, si je ne m'abuse. En tout cas, la France, c'était Cam, ouais. Et après, effectivement, les VHS NTSC, là, c'est le Japon, c'est les États-Unis. Et je vais profiter d'un tout petit peu. Oui, parce que du coup, nous, on est parti là, si vous nous arrêtez. J'ai vu, mais les gens ont arrêté de faire bébé, donc tout va bien. Et le gagnant est donc Achille. Voilà. Achille. Ouais, il a fait un petit jeu de mots, donc c'est 2 H puis il. Ah, ok, bien vu, Achille. Voilà. Achille, tu as gagné Butterfly Beast tome 2. On te contacte pour choper ton adresse et tout ça, et on t'envoie ça tout bientôt. Fausto, pour finir un petit peu sur ton parcours, comment derrière. Maintenant, je comprends pas mal le truc. Je suis en train de reconnecter des points avec les autres infos que je peux avoir. Comment derrière tu deviens rédac chef de Mad Movies? Et puis surtout, comment derrière tu te dis, après Mad Movies, en fait, faut que je fasse du manga mon activité, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 2/3 de ton activité. Du coup, si on compte trois projets, c'est vrai. Et dans quel sens un peu ça se passe? Parce que Mad Movies, pour aussi recontextualiser, c'est gigantesque dans les années 90. Enfin, c'est un magazine de référence au niveau de preuve. C'est encore le cas aujourd'hui parce que c'est du genre et que du coup, c'est un des rares magazines qui donne sa chance à des films qui ne l'ont pas parce qu'ils sont pas du tout dans les circuits market ou classiques en tout cas. Mais Mad, c'est quand même à l'époque, enfin moi, plus jeune que toi, acheter Mad, déjà c'est un acte un peu de rébellion parce que tu sais que c'est un acte militant. Mes premières têtes coupées, c'est dans un Mad Movies, pareil à 7-8 ans, où il y a un mec qui a une tête dans un saladier et tout, et ça cette image m'a choqué à vie. Tu vois, j'ai encore le magazine chez mes parents, j'ai du mal à le rouvrir et tout. Mad, c'était quand même, c'était brûlant, c'était parfois sale aussi justement parce qu'il y avait une violence graphique dans les images et tout. Et comment toi, du coup, à Nice, passionné, tu te retrouves à la tête de cette rédac, quoi? Je vais essayer de faire assez court parce que sinon ça va être un peu long, mais moi je voulais absolument pas être journaliste. Comme les 3/4 des journalistes, je pense. Voilà, donc c'était pas. Je lisais beaucoup de presse cinéma. En revanche, j'ai toujours lu beaucoup de presse. Ça m'a toujours intéressé. Donc, tout gosse, j'ai acheté des magazines. J'ai acheté le premier numéro de Mad que j'ai acheté, c'était à 12 ans. J'ai acheté Animeland. J'ai acheté des magazines de jeux vidéo, surtout Console Plus, qui était un magazine que je lisais énormément. Donc voilà, j'ai Console Plus époque Super NES et tout, c'était magnifique. Voilà, donc j'ai toujours acheté énormément de presse, mais je me suis jamais projeté dans un potentiel avenir en fait de rédacteur, pigiste, de rédacteur en chef, de secrétaire de rédaction, de ce que tu veux. Moi, ce que je voulais faire, c'était écrire néanmoins, donc ça se recoupe un petit peu. Et je voulais écrire des scénarios. C'était surtout le scénar qui m'intéressait. Donc, j'ai très vite regardé les formations qui se présentaient à moi. Il s'avérait qu'à Nice, comme à Paris et à Rennes, il y avait une école de cinéma privée qui s'appelait l'ESRA. J'ai fait une formation accélérée de scénario quand j'étais encore en terminale. Et suite à cette formation-là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de poursuivre dans cette école-là et de suivre le cursus des 3 années, en fait, juste après le bac. Donc, j'ai commencé à l'ESRA, c'était en 2001. J'ai fait ma première année et ça a été une déception terrible. Je me suis pas du tout senti à l'aise dans la classe. Je me reconnaissais pas vraiment dans les élèves qui étaient là. Je sentais que j'étais, sans prétention aucune, beaucoup plus passionné qu'eux, pas plus talentueux, mais beaucoup plus. Enfin, c'est-à-dire que moi, je voulais parler de cinéma en fait toute la journée. C'était vraiment mon truc. Et je me suis retrouvé confronté à des gens qui aimaient le cinéma, mais d'une certaine façon qui considéraient cette passion comme étant quelque chose d'un peu secondaire, alors que moi j'étais vraiment là pour ça, quoi. Avec en plus du coup une curation quand même assez différente, j'imagine, de l'élève moyen dans ta classe, quoi. Il est sûr que il est sûr que je débarquais, si tu veux. Enfin moi j'avais mes marottes à moi, tu vois, le cinéma des années 70, tout ça, etc. Et à l'époque, c'était pas vraiment ça en fait qui faisait l'unanimité dans la classe, quoi. Donc il y a des professeurs avec lesquels je me suis très bien entendu, notamment un professeur de mise en scène que je vais citer qui s'appelle Cyril Laverger, qui était un mec absolument passionnant avec lequel on pouvait discuter aussi bien de Fellini que de James Cameron, avec lequel on pouvait parler de Scorsese, de Palma, d'Argento, qui enseignait aussi l'histoire de la bande dessinée. Donc c'était quelqu'un qui avait vraiment une vision hyper large. Malheureusement, on ne suivait pas l'histoire de la bande dessinée, c'était réservé à ceux qui faisaient un cursus dont j'ai oublié le nom, pardon. Mais si tu veux, cette année-là a été une grande déception. En plus, c'était une école privée. C'est une école privée, elle existe toujours, très chère, qui a vraiment mis sur la paille ma mère. Et à tel point que j'ai dit à la fin de la première année, quand je me suis retrouvé dans la cuisine de chez ma mère, en train de préparer des sandwichs pour l'équipe qui tournait le court-métrage de fin d'année, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, en train de préparer des jambons beurre pour l'équipe?
Qu'est-ce que je fais, quoi. Et donc, ça a été une sorte de déclic, tu vois, de se retrouver à 1h du matin en train de tartiner du pain Harris, tu vois. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible. Je peux pas continuer à lâcher, je crois qu'à l'époque, c'était encore des francs, c'était à peu près 30 000 francs l'année. Ouais, 5 000 euros, quoi. Voilà, donc en plus, c'est plus cher aujourd'hui. Voilà, je critique pas l'enseignement lui-même, c'est juste que j'avais peut-être pas ma place dans ce cursus-là. Je pense que beaucoup de gens qui sont dans le chat aussi vont se reconnaître dans ce genre d'histoire. Voilà, donc du coup, je suis parti et ça a été très très dur parce que je savais pas où aller et donc j'ai un peu fait un choix par défaut. J'ai atterri en fac de lettres à Nice, tu vois. J'ai fait un cursus qui s'appelle ACL, qui était Art, Communication, Langage, dans lequel il y avait de l'histoire de l'art, il y avait du cinéma, il y avait voilà des choses assez intéressantes et puis des trucs un peu bizarre comme de la PNL, bref, plein de rien à voir avec le groupe, hein. Mais voilà, la psychologie neurolinguistique, si je me trompe pas. Donc, tout ce qui est psycholinguistique. Donc des trucs qui, bon, je vois pas trop ce que je foutais là. Néanmoins, c'était le seul cursus qui proposait de faire des stages en entreprise à partir de la 2e année et de la 3e année. Et en 2e année, j'ai fait un stage à Mad Movies. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, j'avais appelé plusieurs boîtes. C'était un de mes choix privilégiés, mais j'avais aussi appelé Wildside, qui est un éditeur vidéo, parce que j'étais un consommateur de vidéos. Bien sûr, surtout à l'époque, c'était la grande époque de Wildside. Exactement. J'avais appelé Mad Movies et j'avais appelé Brasil aussi, qui était un magazine que je lisais. Yes. Donc, et j'espérais vraiment que ce soit Mad Movies qui me prenne, mais bon, il fallait des choix A, B, bien C. Sûr, bien sûr. Et j'ai pu obtenir un rendez-vous téléphonique avec le rédacteur en chef de l'époque, Damien Granger, qui m'a demandé à ce que je le rencontre, sauf que moi j'étais à Nice et je lui dis j'ai pas du tout d'argent en fait pour prendre un billet d'avion pour un rendez-vous. En fait, il m'a dit bah dans ce cas-là je te prends quoi. Et donc je lui ai donné mes dates, c'était très court, hein, c'était un mois. C'est pas trop le plus cool du monde du coup. Je veux un entretien, je peux pas venir. Bah du coup t'es embauché, c'est bon. Non mais en fait tu vois, c'est vrai que j'ai pas envoyé de CV, il m'a simplement eu au téléphone, on a eu une discussion cinéphilique comme ça, tu vois, un petit peu à bâton rompu. Ouais. Voilà, où on a parlé, je sais plus, de Choi Ark et tout. Bon, il a vu que j'étais dedans. Ouais. Mais c'est vrai qu'il prenait un risque, puisqu'il ne savait pas à quoi je ressemblais. J'aurais pu débarquer et puis être un boulet absolu, ou alors une espèce de sensu, ou un mec qui a les dents qui rayent le parquet, ou je sais trop quoi. Et en définitive, il a dit ok, je suis venu, ça a bien accroché. J'ai fait mon stage, c'était en décembre 2003. C'était au moment de la sortie du Retour du Roi. Ouais, donc la rédac de Mal était vraiment en ébullition. J'imagine. Voilà. Moi j'étais déjà un peu en rupture parce que c'était pas trop ma cam. Bien sûr, ouais, c'était une autre partie de Mal. Du coup. Voilà. El Seno et même globalement Peter Jackson, c'est un des mecs qui fait un peu le lien voilà. entre oui, tout à fait. culture Mad et la culture pop culture de grosses licences. Exactement. Et j'ai rencontré toute l'équipe à ce moment-là. J'ai rencontré vraiment des gens charmants. Voilà, très honnêtement, j'ai pas fait grand chose pendant ce stage, sinon faire quelques recherches sur internet et bon, voilà, et discuter avec les rédacteurs. Moi, ça m'allait très bien. J'ai pu aller voir à quoi ressemblaient les boutiques de DVD, les librairies à Paris, parce que tu avais un pied à Paris, du coup, donc forcément, en plus, c'est une ouverture culturelle énorme pour le cinéphile que tu étais. Exactement. Donc ça, c'était très chouette. Les expos, Exactement. Et puis tout s'est très vite emballé puisque l'année suivante, en 2004, il s'avère qu'à l'époque, il cherchait un nouveau secrétaire de rédaction. Donc pour expliquer un petit peu aux spectateurs ce qu'est un secrétaire de rédaction, c'est quelqu'un qui fait le lien, le tampon entre les pigistes, les rédacteurs, ceux qui écrivent les articles et le rédacteur en chef. Parfois, le secrétaire de rédaction commande des textes sous l'impulsion du rédacteur en chef, parfois non. Il fait en sorte aussi que les textes soient rendus en temps et en heure, et surtout, il corrige. Il corrige, il vérifie la maquette, parfois il fait aussi les légendes, il fait de l'editing, il coupe, tout ça, etc. Et dans un magazine papier. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est-à-dire que c'est un métier qui existe pour le web, évidemment, aujourd'hui on le considère comme ça, mais le papier, tu as aussi des deadlines dans tous les sens. Ouais. Et donc la logique de gérer des pigistes et tout, c'est si t'as pas le texte, t'as pas le texte. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça. Et donc tu te retrouves souvent aussi à écrire oui, à la place d'autres personnes. C'est ça, et tout, tu fais des petites choses que tu n'es pas forcément censé faire, mais voilà. C'est hyper formateur, hein. Pour le coup, si tu veux devenir journaliste, secrétaire de rédaction, c'est une formation accélérée, quoi. C'est incroyablement formateur, c'est incroyablement flippant aussi. Enfin, moi, j'avais pas de formation, donc voilà, je suis arrivé là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, pour utiliser une expression des années 60. Et je me souviens qu'à chaque bouclage, j'avais vraiment, si tu veux, la boule au ventre, de laisser passer des fautes. Et puis,
À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait des forums. Ouais. Et Mad a toujours eu un très gros forum de cinéma, qui était, je crois, le plus gros forum de cinéma après celui d'Allociné. Ouais. Et à partir du moment où tu laissais Et passer... en plus, ça réunissait quand même une sorte de communauté qui était ultra calée, qui était difficile. Oui, oui, et qui te snipait Et voilà. à la moindre Exactement. coquille que tu laissais passer, Exactement. etc. Et en même temps, c'est aussi pour ça que le magazine était excellent à côté. Ouais, ouais, tu as raison. Après, c'est le la jeu. force À partir du moment où c'est- tu fais quelque chose et où tu t'exposes, si tu laisses passer une faute, c'est sûr. ta faute, quoi. Ouais, En fait, carrément. c'est le cas de le dire, hein, tu vois. Carrément. Donc, Il y a j'ai des dossiers aussi avec des points de vue, donc j'imagine que tu as des mecs qui n'étaient pas forcément d'accord avec les points de vue que tu as développés. Ou... Ouais. Tu vois, et ça, Ça donne des trucs Oui. incroyables. Les C'était forums à- dans les années 2000. Quoi. C'était avant Twitter, etc. Mais ça s'écharpait pas mal. Hein. Bah maintenant, on s'insulte plus vite, on a moins de caractère, donc en fait, ça part vite dans Ouais. l'invective. Alors Et qu'à c'est- l'époque, tu pouvais ouais. vraiment te prendre un mec qui te faisait 6 pages sur un PHPBB pour te dire à quel point il n'était pas d'accord avec ton analyse et tout. Et Puis ça avait quelque chose de. Puis Enfin, moi, ça j'étais écrivait l'écrire, et- plus, quoi. Ouais, c'est ça, ça écrivait beaucoup, ça écrivait bien. Mm. Moi, je me souviens de Joute Verbal sur le forum de Background, qui était un magazine de JRPG à l'époque, qui était un peu pointu, de Jay notamment, où en fait, je me rends compte aujourd'hui que ça a été ma plus grosse école culturelle, c'était de lire cette espèce de communauté de fêlés, parce qu'eux-mêmes se rendaient compte que c'était juste des fêlés, ils allaient presque beaucoup trop loin dans leur passion et tout, et en même temps, ils étaient défricheurs comme personne. T'avais des mecs qui avaient des goûts qui venaient de tous les horizons et tout. Et moi qui prends ça ado à 16 ans, de mes 16 ans jusqu'à mes 18 quand je quitte chez mes parents et après un peu plus loin, tu vois. En fait, le nombre d'œuvres que j'ai découvert grâce à eux et tout, tu vois. Dan Harmon, avant Community, tout ça, c'est sur ces forums-là où t'as un mec qui dit lui, c'est un génie, machin et tout. Et où je les voyais se prendre la tête, notamment sur le thème du JRPG parce qu'on était un peu tout ça pour ça au départ. Ah oui, puis c'est un thème sur lequel on se prend la tête. Hein. La sortie de Persona 3 sur ce forum, laisse tomber. Et puis c'était beau, t'avais des gens qui vivaient leur aventure, qui la partageaient d'une manière presque originale aussi, qui te racontaient justement chaque journée de cours avec une espèce de RP qui était hyper bien foutu, alors que j'aimais pas du tout ça moi à l'époque. Et non, vraiment, rendez les forums PHPBB, Internet, rendez-nous ce bonheur de nous écharper avec que des pseudos deviennent légendaires, que le nombre de messages compte. Enfin, Ça coûte cher en hébergement, attention. Mais non, c'est vrai, c'est C'est vrai. le problème vrai. aussi, quoi. C'était hébergé par des passionnés, Ouais. c'était vraiment des espaces. Bon, bref, on digresse trop là. Donc, Mad Movies, secrétaire de rédac. Secrétaire de rédac, je fais 2 ans comme ça, et en fait, je suis arrivé à un moment où le rédacteur en chef de l'époque, Damien Granger, lui souhaitait raccrocher. Il avait déjà accusé de très longues années de bons et loyaux services à la revue, et Ouais. il avait envie de voler vers d'autres horizons. Et un Est-ce beau qu'on jour. peut dire que c'est un métier usant quand même, de sortir des magazines? Ouais, écoute, après, ça devient une routine. Après, alors, on peut aussi accuser la routine d'être un peu dangereuse. Elle l'est, hein, parce que tu finis par t'empâter, par t'embourgeoiser un petit peu, tu as tes réflexes, tu te remets plus forcément en question, etc. Donc, après, à toi de faire attention aussi et à te laisser un petit peu piquer de temps en temps, soit par la concurrence, Par soit par tes l'entourage collègues, et soit par voilà, ton c'est ça. entourage, tu vois. Ouais. Donc, puis surtout sur des titres historiques où c'est un petit peu compliqué aussi de retourner la table, puisque forcément, il y a les attentes des lecteurs, il y a une tradition, il y a un esprit, etc. Donc, voilà, tu peux dire, ah, mais Mad des années 2020, ah, c'est vraiment pas le Mad d'avant, c'est de la merde, je ne sais trop quoi. Enfin, Ouais. de toute façon, c'est le type de débat que tu auras toujours sur des titres historiques Bien sûr, où bien tu sûr, vas trouver bien des sûr. décennies qui sont plus saillantes que C'est d'autres, plutôt plus bon signe, en intéressantes. général, c'est ce qu'on dit Ouais, pour ouais. s'assurer, Alors quoi. après, il y a eu des grandes marques qui ont vraiment décliné. Nous, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que si aujourd'hui tu lis Mad Movies, tu t'y retrouves plus ou moins. Mhm. Mais tout ça pour dire que Damien donc Granger, lui, a décidé de raccrocher. Et puis un beau jour, il me dit, écoute, je veux que ce soit toi qui reprenne la rédaction en chef. Et moi, j'ai dit non, en fait, parce que je me sentais absolument pas capable de reprendre la rédaction en chef, sachant T'as que quel âge à ce moment-là? j'étais jeune, hein, j'avais quoi? J'avais 23 ans, je crois. Ouais. C'est un Donc peu en fait, jeune moi, pour j'ai jamais reprendre connu Mad Movies, d'autres, quand même, j'ai qui est un jamais, j'ai magazine jamais connu culte. d'autres tafs en fait que la presse. Ouais, c'est fou. Enfin, à part des petits boulots saisonniers, pardon, C'est mais fou, ouais. je suis entré dans la presse à 21 ans. Et en fait, voilà, aujourd'hui, j'en ai 38. Et Donc tu je es n'ai fait toujours- que ça, quoi. C'est fou. Ouais. Et du coup, il me dit, ah bah voilà, tu vas prendre la suite et tout. Mais je ne mais pas du tout. Enfin, je suis là depuis 2 ans. Moi, je sais pas comment faire un magazine. Puis ah non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Je vais te montrer pendant les 2-3 premiers mois. Il m'a montré 1 mois. Il m'a pas du tout montré les 2 mois qui suivaient. Il s'avère que je connaissais l'équipe puisque bon, bah, l'équipe était la même. Et voilà, j'ai pris le flambeau. Puis j'ai continué. Jusqu'à aujourd'hui, en fait. Parce que je dis, jamais 15 ans, arrêté. du coup? La rédaction chef de Mad. Ouais, c'est ça, 15 ans, ouais. Ouais. Bientôt 16, ouais. Eh ben, félicitations. Hein. Bah écoute, ouais. Et... Je sais pas si c'est inquiétant ou si c'est rassurant. Non, c'est plutôt d'être non, resté c'est autant beau, de c'est temps beau. dans une boîte, Je mais, pense que le chat sera d'accord avec moi, c'est magnifique. Effectivement, la marque Mad, elle n'a pas décliné, le magazine est encore là, c'est encore un magazine de référence. Disons que je peux Encore des prétendre la cinémas connaître. différents. Bien, Et puis voilà, surtout, c'est. Enfin, je le sais, après, tu vas peut-être pas tout raconter, mais ça te permet aussi de bosser avec le cinéma français, de rencontrer des gens qui sont absolument passionnants.
Enfin, tu vois, c'est hyper enrichissant intellectuellement. Ah oui, oui, complètement. Toutes ces Ouais. rencontres, et tous Bien ces sûr, bien sûr. voyages et tout ça. Et non, c'est hyper beau. Enfin, on fait d'un ex-journaliste à quelqu'un qui est encore là 15 ans après, je peux te dire que je sais à quel point c'est dur, cette espèce d'éternel recommencement. Et effectivement, le côté. Alors, nous, on n'a pas eu le temps de s'empâter parce qu'on gagnait pas un rond, mais. Pas t'empâter psychologiquement, bien sûr, je ne dis pas empâter financièrement. Bien sûr. Non, bien sûr, non, parce que ça reste des métiers relativement précaires. Ouais, quand même, ouais. C'était plus dans le sens où, voilà, se lever le matin en sachant qu'il faut recommencer la tâche de la veille et que voilà, chaque magazine sorti, bah, alors nous on était sur le web, mais bon, tu vois, c'est un peu la même logique, quoi. Il faut toujours y retourner. T'as des collaborateurs qui viennent, qui repartent, qui machin et tout. Enfin, c'est une gestion, quoi, et d'être patron de ce genre de choses, c'est une pression. C'est toi qui aussi un peu, tu vois, t'es un peu le filtre de toutes les attentes de tout le monde et des gens qui sont contents et des gens qui sont déçus parce que c'était mieux avant et machin et tout. Et donc, vraiment, félicitations pour ces 15 ans. On va quand même un peu parler du FIBD d'Angoulême, parce que c'est pour ça que tu es là au départ, mon cher Fausto. On va commencer par la très bonne nouvelle, quand même, tombée la semaine dernière. Alors, au début, par une newsletter malheureusement envoyée par des collègues à nous un peu trop tôt, mais très vite confirmée. Je ne les citerai pas, mais effectivement, ils ont été plus vite que la musique. Ouais. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ça a permis à tout le monde d'avoir cette bonne nouvelle en se disant et si c'était vrai, comme dirait Guillaume Musso, puisque du coup le FIBD annulé fin janvier aura finalement lieu du 17 au 20 mars 2021. Ouais. Si tout va bien. Si le Covid 2022, pardon, c'est compliqué les dates. C'est la nouvelle année, c'est vrai. Donc 17 au 20 mars 2022, il n'y avait pas eu de festival en 2021. Toi, tu en es le directeur artistique de la partie Asie, de la programmation Asie depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises. Non, 2021, non 2020. Alors non, en fait, ça a été, ma nomination est arrivée au printemps 2021. Okay. Pour vraiment la direction artistique, donc Pôle Asie. Okay. Moi, je travaillais précédemment sous la férule de Stéphane Beaujean, Stéphane Ferrand. Exactement. Donc Stéphane Beaujean, ex-directeur artistique du FIBD, voilà, qui a laissé sa place fin 2019, du coup. Tout à fait. À Sonia Deschamps, tout à fait. Voilà, rejoint ensuite par Victor Massé de l'Épinay en renfort. Et moi, j'ai longtemps éditorialisé et travaillé sur les animations des rencontres à Manga City. Et aussi hors les murs de Manga City, avec des rencontres qui avaient lieu au théâtre de la ville, ce genre de choses. Notamment les interviews d'Urasawa, d'Asano. Ouais, Urasawa, j'ai pas fait, mais j'ai fait Asano, Yukito Kishiro, Tsutomu, et voilà. Pas mal. Petit tableau de chasse. Ouais, c'était sympa, ouais. Et en quoi ça consiste du coup ce métier si on doit, je pas le terme vulgariser, mais c'est quoi un DA? Ça fait quoi un DA? C'est quoi les inputs que tu vas mettre? Concrètement, on va parler de l'expo Fujimoto parce que je pense qu'elle va revenir plusieurs fois ce soir. Comment ça devient? D'où? Pourquoi? Comment ça s'organise? C'est vraiment une fonction d'impulsion, quoi. C'est-à-dire, tu essayes d'avoir une vision de l'événement idéal. Ce qui est un exercice mental assez cool. Ouais, ce qui est assez cool, tout en ne pas tombant en fait dans les pièges, si tu veux, de tes obsessions, quoi. Puisque en fait, mais d'une certaine manière, c'est un peu comme quand tu fais un magazine, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies conscience des personnes qui vont venir te voir ou qui vont te lire. Il faut que tu prennes le pouls de l'actualité, des tendances, que tu réfléchisses. Surtout toi qui es un expert et qui éditorialise énormément ces sujets-là, j'imagine que il y a des trucs que tu rêverais de faire, mais qui ne vont pas forcément intéresser ouais, évidemment. gens. Ah, mais t'es obligé. T'arrives à faire, mais un peu par des chemins détournés. Tu es fatalement obligé de faire le deuil de sujets qui peuvent être trop dangereux pour le grand public ou pour le public cible. Et en fait, ton travail, c'est un vrai travail d'impulsion, de sujets, de thématiques et de rencontres. Oui, parce qu'il n'y a pas juste je veux faire une expo Fujimoto, une expo Intel ou XY. Il y a aussi effectivement cette dimension thématique, d'éditorialisation aussi. Ouais, de cohérence globale en fait. Invités, voilà, ça s'appelle une vision. La chose soit cohérente, voilà, la vision de la chose. Et notamment, on peut rendre hommage à Stéphane Beaujean, qui aujourd'hui est chez Dupuis, et Vega Dupuis, donc entre autres, qui, même s'il y avait déjà un lien fort entre Angoulême et le Japon auparavant, parce que beaucoup d'auteurs japonais sont venus avant Stéphane et tout. Bien sûr. Depuis l'arrivée de Stéphane, donc qui avait succédé à Benoît Mouchard, qui avait déjà bien entamé cette ouverture vers l'international, parce qu'à l'époque, Angoulême était quand même assez fermé sur lui-même et donc sur le franco-belge. On a eu Otomo à Angoulême, on a eu donc Urasawa, j'en parlais tout à l'heure, qui était un sacré événement, Rumiko Takahashi, enfin voilà. Il y a eu Tezuka et Tatsumi dans les années 80, mais c'est une autre histoire. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a même le grand Tezuka qui effectivement était venu, mais aujourd'hui, le FIBD d'Angoulême, il assume pleinement cette programmation manga et vous êtes ambitieux avec ce que vous voulez raconter du manga.
Ouais, mais c'était vraiment en fait l'objectif de Stéphane Beaujean, même quand il s'est fait épauler par Stéphane Ferrand. Voilà, Stéphane Ferrand a une indéniable expertise et c'était assez logique qu'il l'épaule en ce qui concerne la mission Manga City. Donc c'est vrai que moi je suis dans la continuité de cet état d'esprit avec une envie logique de se déployer plus, sachant que moi je suis directeur artistique de la partie Asie, il est normal que je cherche à m'étaler un peu plus. Bien sûr. Donc c'est aussi ce qu'on me demande. Donc, et puis après, en termes de vision, il y a cette réflexion globale autour de ce qui est intéressant aujourd'hui, de ce qui est extrêmement contemporain et artistiquement valable, de ce qui est historiquement indispensable, et puis aussi de réfléchir à une forme de transversalité, tu vois, entre les médiums. On reconnaît ta patte aussi, alors après, pas trop non plus, j'espère, mais en tout cas, de toute façon, il y a zéro faute de goût, mais quand tu fais déjà Kazuo Umez et qu'à côté, tu as une expo Tatsuki Fujimoto qui est un mec qui a 28 ans. Et, Mizuki, tu parles pour l'expo. Ah, c'est Mizuki, pardon, c'est Mizuki. Umez, il y a une affiche qui a été dessinée. Umez, c'est une affiche qu'il a fait, c'est ça. Exprès pour le festival. Mizuki, on est un peu dans les mêmes eaux tu vois, de l'ultra spécialisation, de Cornelius, d'une certaine forme aussi de très beaux livres et d'un public cible beaucoup plus âgé, beaucoup plus, tu vois, dans une recherche aussi, comme Tsuge, en fait, qu'avait fait Stéphane il y a quelques années. Et à côté de ça, la nouvelle bombe absolue du manga qui est Tatsuki Fujimoto, qui est en train un peu de, non pas casser les codes, parce que d'autres on avait commencé à les casser avant lui, mais en tout cas d'impulser quand même un vrai truc. Qui est dans cet esprit de déconstruction exactement, post-moderne, mais intelligente et vraiment bien faite. Quoi, et avec une énergie folle et une grammaire de manga qui est dingue, où en plus, bon, le mec, vous connaissez tous l'histoire, mais ses 3 assistants sont devenus 3 génies absolus, et voilà, tous les gens qu'il fréquente deviennent des espèces de monstres, un mec qui est assez rebelle aussi, en plus dans sa façon de traiter ces sujets, même avec son tanto, même avec Shueisha, de leur dire non, je fais une pause en fait, c'est comme ça. Et si vous voulez, je vais juste aller faire un truc autobiographique et puis je reprendrai quand je veux reprendre. Et voilà. Et ça, c'est. Je veux pas jeter ce qui a été fait avant, hein, mais je pense que c'est aussi ton impulsion de pouvoir avoir un auteur aussi contemporain que Fujimoto, qui est même totalement encore en construction et qui n'a pas, qui démarre à peine sa carrière, et qui pourtant est porté au nu par Angoulême. Et Dieu sait qu'au Japon, je pense qu'ils se rendent compte de la même chose que toi, ou moi, ou plein d'autres lecteurs de Fujimoto, qui est effectivement ce mec est en train de changer quelque chose. Il va marquer les années 2020 et à la fin des années 2010 comme peu les marqueront sûrement. Et c'est très courageux. Enfin, c'est quand même la preuve qu'Angoulême est loin de ce truc un peu encrouté où le manga c'est une insulte, où tu sais, quand Toriyama gagne le Grand Prix, en fait, on s'arrange pour qu'il ne le gagne pas vraiment. Tu vois, ce genre d'histoire qu'on connaît tous et machin. Et déjà, ça fait plaisir. parce que c'est le meilleur moyen de ramener des jeunes dans la belle ville d'Angoulême, je pense. J'espère que les jeunes seront nombreux. Ouais. J'ai vu beaucoup. J'espère que les scolaires viendront voir l'exposition Fujimoto. Ce sera drôle. Voir Fujimoto, mais c'est avec leur maîtresse, effectivement, ça peut être assez marrant comme voyage. Mais non, vraiment, je trouve ça précieux parce que c'est une DA qui est osée, du coup, de fait. Ah oui, tu trouves Fujimoto. Ouais, franchement. Ouais. Je sais pas, je me rends pas vraiment compte, en fait, du côté osé de la démarche. Tu sais à quel point ça a été dur de convaincre les autres d'amener un si jeune auteur? Alors peut-être qu'effectivement, il a des ventes énormes et tout derrière lui, donc ça... Les autres, tu veux dire les autres membres de l'équipe? Ah, il n'y a eu aucune difficulté. C'est vrai? Oui, j'ai clairement les coups des franches. Ok. Ouais, non, c'est assez génial aussi de travailler dans ces conditions-là. C'est vrai que j'ai pas besoin de justifier mes choix artistiques. Donc, du coup, on m'écoute, tel un vieux sage. Non, je déconne, mais non, bon, voilà, si tu veux. Déjà, il a une notoriété qui parle pour lui, et alors après, graphiquement, on peut ne pas forcément être très sensible à son style, ou même en termes de narration à son univers, mais non, j'ai pu vraiment faire ce que je voulais, et ça, c'est chouette. Et c'est un mec que t'aimes beaucoup, toi, en perso? J'adore Fujimoto. C'est vrai. T'as pris la tarte à Fire Punch? J'ai adoré Fire Punch, et c'est assez drôle parce que j'ai eu la chance de rencontrer Fujimoto quand il venait d'achever les tout premiers chapitres en fait de Chainsaw Man. Donc il n'avait pas du tout explosé en fait comme il a explosé aujourd'hui. Puis surtout en France, Chainsaw Man n'était pas encore sorti, donc il restait l'auteur de Fire Punch, qui n'était pas un succès, on peut le dire aujourd'hui. Punch a un peu bidé à l'époque. Qui n'était pas, si tu veux, un best-seller, et qui n'avait pas fédéré, si tu veux, un public aussi passionné que celui qui est. Une anecdote que j'ai jamais racontée, c'est moi qui ai fait le dossier de presse de Fire Punch à l'époque, parce que fallait bien vivre, et impossible de trouver la moindre info sur lui parce qu'il avait rien sorti. Bah oui. Et je lis le truc. Et vraiment, c'est un des rares dossiers de presse où je me suis dit, mais je peux pas parler de ça. Je ne sais pas comment donner envie à qui que ce soit
de ce truc-là, parce que dès le premier tome, c'est super hardcore. Est-ce que tu avais pu lire les autres qui suivaient? Parce J'avais que pas lu les forcément. deux premiers tomes. Non, Ouais, puis après, ça prend des directions qui sont quand même très, très spé. Exactement. Et puis, tu vois, justement, j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment Border ou est-ce que c'est juste un gros quepon qui est en train complètement d'éclater les codes et tout? Et ça a été très, très difficile de rédiger Ah bah ce dossier ouais, de presse non, à je l'époque. comprends. Et les pauvres chez Kazé, j'espère qu'ils m'en veulent pas parce que vraiment, j'en avais vraiment sué. Et moi, j'ai compris à la fin de Fire Punch, en fait, qui était Fujimoto. Où j'ai dit, ah, ok, en fait, là, on est face à quelque chose qui est, pour moi, Fujimoto aujourd'hui, c'est la preuve que ce qui est très chaud en termes de culture, en ce moment, c'est le manga au Japon, parce que les auteurs sont vraiment en train de changer d'école et tout. Et c'est une sorte de regen de talent du niveau je sais pas, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais je me lance. Pour moi, c'est une sorte de Mobius japonais, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. Après, Mobius est tellement tout là-haut parce qu'il a tout accompli et qu'en plus, il est de chez nous et qu'en plus, ben voilà. Mais je pense que Fujimoto va avoir une carrière, écoute, je ne veux pas faire le prophète aujourd'hui, le porter malheur, mais je pense qu'il va avoir une carrière démentielle et qui est loin de ce que les gens attendent, en fait. Je pense qu'il va surprendre beaucoup de gens, quoi. Après, toi qui l'as rencontré, moi, c'est pas le cas. Toi qui l'as rencontré, ça paraît-il que c'est un personnage. Ah bah, il est très sympa. Bah, c'est un vrai geek. Donc, il ne montre pas son visage, comme vous avez dû le constater, mais qui, lors d'une rencontre en privé, comme ça, pour une interview en presse écrite, n'est pas du tout timide. Enfin, c'est quelqu'un qui parle volontiers, avec un rapport effectivement très complémentaire avec son tanto, Shailene. Qui est aussi le surdoué de sa génération. Voilà, qui est aussi un peu le tanto star, voilà, l'agent des stars, un peu comme au foot. Quoi. Un mec qui prend part aussi quand même un peu au récit et tout ça. Oui, complètement. Qui a une vraie plus-value. Complètement. Ça fait partie de ces tantos qui sont proactifs, en fait, qui sont... alors après, je ne pense pas qu'ils soient co-scénaristes, comme c'est le cas de certains tantos qui sont vraiment parfois même un peu trop interventionnistes. Là, on voit que Fujimoto est quelqu'un qui a la tête bien faite et qui a en tout cas des idées assez claires. Moi, il me rappelle en fait, dans son style, certains réalisateurs de films de genre coréen, tu vois, auxquels il se réfère d'ailleurs beaucoup, tu vois, les Naong Jin, les Park Chan-wook, tout ça, etc. Naong Jin, c'est ça la rêve quand même. Donc, dans cette manière en fait de pratiquer justement les ruptures de ton, de tordre le cou à des codes, aux attentes, de prendre des chemins de traverse. Enfin, il y a vraiment ce truc-là chez Fujimoto qui est assez surprenant, qui parfois aussi pourrait d'ailleurs le rapprocher d'un Quentin Tarantino aussi, d'une certaine manière, pour avoir une référence un peu tutélaire comme ça. Mais c'est vraiment un chouette type. Là, on l'a fait à nouveau, parce que dans l'exposition... il y aura plusieurs modules vidéo où on le voit dans son atelier en train de travailler, etc. Et c'est quelqu'un qui... travaille en tradi ? Non, il travaille uniquement en numérique. Okay. Et il a ce côté très rugueux, organique, et qui effectivement peut sembler analogique. Et il a été, il s'est prêté au jeu de l'entretien, enfin du tournage, puisque c'était un vrai tournage. C'est un documentaire qui sera morcelé en plusieurs parties. C'est un bijou, quoi. Et voilà, c'est quelqu'un qui a déjà cette capacité de recul sur son travail que n'ont pas souvent les jeunes auteurs, qui sont malheureusement, il faut le dire, pas les plus intéressants quand on les rencontre. C'est-à-dire que... C'est pour ça qu'il forme des trentenaires qui viennent bosser chez lui. Il y a des mecs qui ont des carrières en dents de scie, qui ressortent, qui sont des génies absolus, qui font Dandadan, qui va être la merveille de l'année. C'est vrai que... C'est assez cette dimension d'atelier là qu'il a réussi à créer. Quoi. En plus, les mecs restent pas longtemps. C'est ça qui est fou. Ils ont changé derrière. Ils vont plutôt vite. Je suis assez curieux. Je serais assez curieux de savoir quel type de conversation il a avec eux, parce que c'est quelqu'un qui aime bien discuter, Fujimoto, qui est très cinéphile. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aller au cinéma. Donc il va voir les films en salle, etc. Et il guette les sorties des films qui l'intéressent, tout ça. Et puis il a cette ironie dans ses mangas, et aussi quand on le rencontre en interview, cette espèce d'ironie un peu mordante. Il a ce truc, en fait, il aime bien être un peu troll par moment. Et c'est drôle, ça change, c'est assez stimulant intellectuellement. C'est quelqu'un vraiment de très très malin. Très très malin. Ça se sent. Et effectivement, le rapport au film, ça donne une des plus belles scènes de Chainsaw Man, qui est une leçon de foreshadowing dans le tome 4, avec les fameux Bad Movies avec Makima. On pourrait parler de Fujimoto pendant des heures, mais du coup, tu as lâché une petite info qui est quand même d'importance. Toutes les expos qui étaient prévues pour fin janvier sont maintenues et auront lieu fin mars. Évidemment. Donc, si vous posez la question, allez à Angoulême fin mars, il y a un vrai intérêt. Genre vraiment, c'est très intéressant pour les spectateurs de... C'est la première exposition
en dehors du Japon consacrée à Fujimoto. Déjà. Et c'est la première exposition au monde consacrée à l'œuvre intégrale de Fujimoto, même si c'est une petite œuvre. Il y a eu une exposition Chainsaw Man. Déjà avec Look Back, ça fait un peu plus. En plus. Voilà, Donc, en plus. Là, c'est plutôt du costaud, quoi. Avec une grosse expo qui se... Je prends les paris que dans 20 ans, on en reparle toi et moi et tu seras fier de l'avoir faite en 2022. Écoute, je sais pas. Et puis, Vraiment, il y a un très bon commissaire d'expo aussi, qui est Federico Anzalone, qui est un de mes collaborateurs sur Atom. Et voilà, moi, je lui ai rapidement en fait, soumis l'idée de cette exposition-là. Je lui ai demandé si ça l'intéressait d'assurer le commissariat. Il a dit oui, évidemment, parce qu'il est fan de dur l'auteur. de dire non. Hein. Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est un drôle de boulot aussi, le commissariat. Enfin, il s'est jeté dedans avec grand professionnalisme et je pense que aussi bien en termes de thématisation que de scénographie, il y aura des trucs assez chouettes. Et pour info, Johan Leclerc aussi, un de tes collaborateurs, collabore aussi à l'exposition. Ah, génial. Voilà, il a travaillé aussi avec Federico sur la rédaction des cartels, sur justement des réflexions thématiques autour de l'œuvre de Fujimoto. Donc voilà. Parce que vous allez proposer des réflexions effectivement autour de son œuvre qui sont vraiment de votre cru. Voilà, c'est-à-dire que en fait, ça pose aussi une question qui est assez déterminante. C'est faut-il exposer des auteurs qui travaillent essentiellement en numérique, sachant qu'il y a un aspect éminemment moins spectaculaire. Vous avez des giclées, du coup, en fait, vous reproduisez les fichiers. Voilà, c'est des reproductions donc de tailles différentes, évidemment des reproductions de haute qualité, évidemment tout ça est mis en valeur à travers une scénographie qui sera suffisamment spectaculaire, je l'espère. Mais c'est dans quel lieu, du coup? C'est à l'Alpha. C'est là où il y avait eu l'exposition Walking Dead et Batman. Ah ok, cette fameuse endroit. Okay, donc c'est juste en face de Manga City et l'idée à côté aussi de la gare du coup. Voilà, l'idée c'était aussi géographiquement d'avoir un maximum d'événements liés au manga à côté de Manga City. C'est pour ça que il y a cette grande exposition à l'Alpha Tatsuki Fujimoto et quand on monte au deuxième étage, il y a une autre exposition qui est l'exposition autour du film d'animation Inuo de Masaaki Yuasa. Voilà, où on montrera des originaux aussi de Taiyo Matsumoto puisque Taiyo Matsumoto a dessiné certains personnages du film. Il a dessiné aussi l'affiche. On a des carnets de croquis, voilà. L'expo Matsumoto qui était une des plus belles expos d'Angoulême. Enfin, je ne l'ai pas vue parce que je n'avais pas eu le temps. T'as pas eu le temps, mais c'est un peu le drame quand on bosse. J'ai pas vu beaucoup d'expos malheureusement. Les dernières éditions d'Angoulême, c'était un peu compliqué. Kishiro était magnifique aussi. Kishiro était super spectaculaire. On n'avait pas vu non plus. Ok, bon, je t'en parle pas là. Bon, on a plein de sujets sur Angoulême. Sans indiscrétion, une expo comme ça, c'est combien de temps pour travailler? Est-ce que c'est beaucoup de surprises, de plan B, t'avais un autre plan au départ, et puis pourquoi pas un autre, puis en fait un plan C, combien de temps ça dure, et parce que j'imagine, enfin, on travaille avec les Japonais, toi et moi, donc c'est les validations, et enfin, tu vois, il y a des choses qui sont pas toujours faciles, même quand tu t'appelles le Festival international de la BD d'Angoulême, j'imagine, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne avec eux, c'est pas ton nom qui fait, c'est la qualité de ton travail. Et est-ce que tu as toujours le temps, du coup, de mener à bien avec tes équipes les projets que tu veux. Typiquement, est-ce que sur 2023, donc l'année prochaine, pas celui qui va avoir lieu là, tu as déjà, tu vois, un peu mappé, tu vois Oui, évidemment. Évidemment. Bah après, quand tu reprends une direction artistique, puisque il y a eu Stéphane Ferrand qui a fait un court mandat en fait pour des raisons professionnelles. J'ai dû aussi reprendre des dossiers en cours. Donc, avant de lancer quoi que ce soit, tu poursuis en fait. Tu vas pas laisser les trucs en plan. Voilà, c'est ni correct pour la personne qui te précédait, ni correct pour les interlocuteurs qu'elle avait sollicités. Et même pour le festival, si tu veux continuer à travailler avec les interlocuteurs en question. Voilà. Il s'avère que j'ai finalement fait tabula rasa, mais c'était un peu dû à la situation. C'est pas moi qui ai jeté des idées de programmation à la poubelle en disant ça c'est nul, moi je vais faire à ma sauce. C'est juste que c'était des idées qui malheureusement n'étaient pas faisables pour des raisons diverses, des raisons soit techniques, soit des raisons qui relevaient en fait d'un refus des éditeurs japonais. Voilà. Donc du coup, moi je suis parti sur une programmation complètement neuve. Et concernant Fujimoto, écoute, à vrai dire, ça s'est très bien passé. Kazé est très vite en fait sauté sur l'occasion et nous a suivis et a appuyé. Bien sûr, il y a des éditeurs qui parfois sont moins demandants, ça peut sembler curieux, mais voilà, ils ont été très vite très actifs sur ce dossier-là et
assez curieusement, je ne sais pas, mais en tout cas assez rapidement, on a eu une réponse positive de Shueisha, donc qui n'avait jamais été exposé auparavant au festival. C'est vrai. Voilà, donc je tiens à saluer Shoko Takahashi qui est coordinatrice avec le Japon et qui m'aide énormément et aide énormément le festival depuis qu'elle y travaille. L'été dernier, en fait, au moment où on ne pouvait absolument pas bouger de France, elle a eu la chance de pouvoir aller au Japon du fait de sa nationalité, et donc elle a fait un peu le tour des éditeurs, donc elle a fait tous les rendez-vous possibles et imaginables, notamment avec Shueisha, voilà, et l'idée de l'expo n'avait pas été évoquée à ce moment-là, mais en tout cas un premier contact avait été établi avec Shueisha, et puis voilà, on a essayé de leur représenter le festival, non pas qu'ils ne le connaissaient pas, mais en tout cas, il n'y avait jamais été. Ça va, ça rayonne un peu quand même. Mais... Voilà, mais après, il y a rayonnement, et puis il est toujours bon aussi de remettre un petit peu de contexte dans tout ça. Donc après cette première... donc l'expo Dragon Ball l'année prochaine, c'est ça que tu veux me dire? Ah bah ça ce serait... C'est pas une info, hein, vous enflammez pas, c'est faux. C'est génial, parce que ça va être très Akira difficile. Toriyama, c'était dans le viseur de Stéphane Beaujean je sais bien. Depuis des années et des années. Il y a un truc à réparer avec voilà. lui. Donc, dans quelle mesure c'est faisable ou pas, je ne sais pas. Il y avait déjà eu malheureusement l'impossibilité de faire une exposition Rumiko Takahashi, ce qui était quand même bien dommage. Mais bref, tout ça c'est du passé. De très belles choses ont été faites et de très belles choses sont faites. De très belles choses sont faites aussi. Voilà. Donc Fujimoto, ça a été non pas simple parce qu'il y a beaucoup de discussions, parce que heureusement, les notes d'intention de Federico étaient vraiment mastoc et très vite, il a établi un très 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 gros dossier avec un large choix de dessins, quelque chose même d'un peu intimidant en fait. Ce que je lui avais dit au départ pour vous révéler un peu des coulisses, c'est effectivement, il y avait une sélection qui était pléthorique et du coup, moi, ce qui m'inquiétait, c'était un peu d'effrayer, en fait, d'effrayer Shueisha. Ça ne veut pas dire, en fait, de réduire la voilure en termes d'exigence, mais simplement aussi, peut-être au départ, expliquer que ce sera faisable. Que c'est une des questions que tu te poses tout le temps, de toute façon, sur cet équilibre très difficile à trouver pour une expo. Oui, carrément. Et puis, j'ai un mec qui utilise une grammaire tout à fait, comme Fujimoto, tu sais que tu as besoin de certaines planches et d'enchaînement de certaines planches. Exactement. Ça peut être facile. Et puis très vite, sachant que cette exposition-là allait se tenir à l'Alpha, il fallait envisager une scénographie qui soit suffisamment ample pour embrasser, pour ne pas dire embraser le lieu, tu vois, parce que en fait le truc c'est que moderne, voilà, et avec du mètre carré quoi. Donc en fait il faut pouvoir le remplir, il faut pouvoir réfléchir à une scénographie et comment tu scénographies quelqu'un comme Fujimoto qui justement a un univers très particulier, tout en rupture de ton, avec plein de thématiques éclatées, avec certes des personnages phares, mais en même temps il n'y a pas non plus une sorte de star system chez Fujimoto comme il y a chez d'autres auteurs de manga. Donc il fallait vraiment réfléchir à ça, puis trouver un fil conducteur que je ne vous révélerai pas aujourd'hui, sinon je vais, non, bien sûr, spoiler toutes les... On a trop envie d'y aller là, je pense que tout le monde a envie d'aller voir cette expo du coup. Là. Mais voilà, et puis moi de mon côté, tu le disais au départ, j'avais des contacts dans le milieu du cinéma, forcément j'ai sollicité des contacts dans le milieu du cinéma, notamment dans le milieu des effets spéciaux, parce que l'idée c'était aussi de pouvoir proposer, non pas D parce que c'est compliqué, mais au moins un élément en volume. Voilà. Donc ça, l'idée, c'était vraiment de... Je commence à fantasmer des trucs. Là, c'est le fanboy en moi qui... Après, j'ai pas envie de te décevoir. En tout cas, faut pas non plus trop survendre la chose, mais en tout cas, on a été suivis et je les en remercie par Kazé, par Shueisha évidemment, et je dis pas ça pour brosser tout le monde dans le sens du poil. C'est que vraiment, il y a eu une coopération et une synergie qui a été extrêmement stimulante et qui en plus ne s'est jamais arrêté, même après cette petite pause et ce petit coup de frein dû au report de l'édition. Et tu sais ce qu'en pense l'auteur aujourd'hui ? De l'expo, il est très flatté et très content d'avoir une expo. Alors, moi, j'aurais aimé qu'il vienne, évidemment. Malheureusement, Fujimoto est quelqu'un qui ne veut pas montrer son visage et c'est très compliqué. C'est compliqué de voyager, de toute façon. Déjà de voyager, mais voilà. Peut-être sera-t-il possible de l'exfiltrer pour qu'il aille voir en toute discrétion l'exposition. Je ne sais pas. Nous tenterons tout. Peut-être, regardez bien dans l'expo, peut-être que Fujimoto passera par là. Voilà. Je pense que ce serait le genre ne vous jetez pas non plus sur le premier asiatique venu en pensant que c'est Fujimoto, ça risquerait quand même de créer quelques tensions, mais c'est clair.
Bon, on avait beaucoup de sujets à voir avec Angoulême, mais je pense que l'heure tourne. J'en ai aucune idée, j'ai pas de montre ni rien aujourd'hui, donc. Il est 21h17 et 20 secondes. Ok, donc j'avais dit que ce serait l'émission la plus courte aujourd'hui, ce sera la plus longue 100%, j'en suis désolé vraiment. On va accélérer un petit peu, donc je voulais qu'on parle du comité de sélection parce que je voulais vraiment briser cette espèce de mythe qu'on peut lire parfois, comme quoi il y aurait beaucoup d'entre-soi et tout dans le comité de sélection. À l'inverse, je pense qu'Angoulême est peut-être le festival où il y a le moins justement de cooptation et de... Moi je sais même pas vraiment qui est dedans, on a la chance, ça fait 2 ans d'affilée d'être dedans. Non mais en plus, c'est vraiment très indépendant le comité de sélection. On a l'honneur d'avoir Sensor de Ito Sensei qui est nommé cette année en sélection et les Tortues Ninja Tome 14. Je pense que je l'ai su un peu avant toi, donc pour te dire à quel point, pourtant je savais que le titre concourait évidemment parce qu'il avait été envoyé. J'ai su à un moment qu'il était dans la shortlist, mais bon, pas forcément énormément de temps. Il me l'a même pas dit, tu vois. Moi, je l'ai découvert avec... non, mais parce qu'il faut savoir rester professionnel jusqu'au bout. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour dire que même si on se voit un peu dans le privé, ça peut arriver. En fait, en vrai, c'est vraiment très, très indépendant. Il n'y a pas vraiment de copinage et de trucs comme ça. Il y a du coup pas de raison pour les éditeurs de venir boycotter un salon, alors qu'en fait, vraiment, le comité de sélection et des sélections, parce qu'il y a beaucoup de prix qui sont remis à Angoulême, sont vraiment totalement indépendants. Donc, je voulais juste qu'on le dise, parce que je pense que c'est important de comprendre qu'Angoulême, c'est pas un truc de poteau et tout. C'est un festival très sérieux qui remonte jusqu'au ministère de la Culture, qui est géré vraiment par des gens qui ne laisseraient pas passer ce genre de trucs. Puis il y a une diversité de sensibilité dans le comité et une liberté de ton et de parole sur laquelle l'organisation du festival n'a aucune prise. Tout à fait. Donc en fait, la liste qui est remise à la fin des discussions assez tendues parfois. Et quand je dis ça, en fait, tout s'effondre. Non, c'est la tradition, il y a toujours un petit poster qui tombe pendant l'émission. Mais je sais notamment pour les Tortues, pour l'avoir entendu de certaines personnes, que ça a été assez tendu, parce que des gens... Imaginez pas forcément que les Tortues et Tome 14 de surcroît puissent être nommés à la sélection officielle d'Angoulême, qui est un truc quand même assez sérieux, qui récompense les 40 meilleurs BD de l'année. Des BD, on en sort 800 par an, voire plus que ça. Et que moi-même, j'étais le premier surpris à me dire... Merde, les Tortues Ninja Tome 14 auraient sa place à Angoulême et tout. Donc même moi, j'ai changé un peu d'avis là-dessus. Alors après, j'ai jamais été, parce que j'étais journaliste, j'ai couvert le festival pendant 10 ans non-stop, tous les ans. Donc j'ai jamais été très fan des remises de prix, j'y allais pas, et machin, et voilà, je boudais un petit peu le truc. Et en même temps, aujourd'hui, je suis ravi de découvrir qu'en fait, tous mes fantasmes étaient faux et que c'est juste des gens qui se mettent autour de table et qui choisissent des BD. Et parfois, il peut y avoir les Tortues Tome 14 ou Sensor. Mais les fantasmes sont légitimes après. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre qu'on se dise ça en fait. Je peux comprendre qu'on fantasme sur l'idée effectivement d'un entre-soi hyper solidaire où on remettrait éventuellement des prix à des connaissances ou des amis. Ou à certaines maisons qui vont être un peu dans l'indé. Je peux comprendre aujourd'hui qu'en prenant un petit peu de recul là-dessus, on se dise ah oui, non mais ça forcément c'est un tel qui connaît un tel, puisque c'est effectivement un tout petit milieu, que tout le monde se connaît, que tout le monde se parle. Or, je pense qu'il faut aussi croire en la bonne foi d'un comité et en l'indépendance d'esprit des gens qui le constituent. Et surtout, je dirais même qu'Angoulême, beaucoup de gens, je pense à Xavier Guibert par exemple, qui travaille beaucoup avec le festival et tout, savent très bien mettre les limites de toute façon très claires avec les éditeurs dès le départ et tout, et où en fait, t'as même pas envie d'essayer de l'inviter boire une bière, un de ces quatre, pour tailler une bavette, quoi. Tu vois, le mec est très professionnel. Moi, j'ai un respect énorme pour tout ce qu'il peut faire aussi avec du neuf et tout. Et vraiment. Tu peux aller boire un coup avec un éditeur tout en étant parfaitement indépendant. C'est aussi vrai aussi. Ça fait partie des limites aussi éthiques que tu es censé te fixer. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Et toi-même, par exemple, en tant que DA, tu n'as pas du tout ton mot à dire sur la sélection, en fait. Genre, non, pas du tout. Même si tu adores Junji Ito et que tu as pas du tout Junji Ito à Angoulême, mais en fait, tu n'as rien à voir avec le fait que Sensor soit nommé cette année. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Il y a des titres que j'aurais bien aimé voir, ils n'y sont pas, et d'autres titres que j'aurais peut-être pas forcément sélectionnés ou choisis, qui y sont, mais c'est comme ça. Bien sûr, tout le monde aurait fait une sélection différente. De toute façon, c'est comme la liste des 23 en équipe de France, quoi. Et par contre, ça fait très très plaisir au Japon, je peux vous le confirmer. Voilà, on a eu Asahi Ito Sensei là tout récemment par mail et tout, et ils sont vraiment ravis. Ils ont trop hâte de recevoir la réimp avec le sticker et tout. Et voilà, ce rayonnement, il est aussi concret, quoi. C'est-à-dire que Sensor, qui était un titre qui serait peut-être jamais sorti sinon, aujourd'hui se retrouve en Sélec et tout. Et enfin, les auteurs vraiment le prennent. Aujourd'hui, être primé à Angoulême, c'est un honneur de fou. Même Alan Moore, je peux vous le dire, c'est une vraie info. S'il venait à gagner un jour le Grand Prix d'Angoulême, et j'espère que les gens qui voteront m'écoutent parce que je pense qu'ils pensent que non et qu'il y a une espèce de truc qui fonctionne à l'envers, même Alan Moore viendrait à Angoulême, par exemple. Alors qu'Alan Moore n'ira jamais dans aucune remise de prix de quoi que ce soit nulle part. Si demain on lui dit t'as gagné, t'as le Grand Prix, tu présides Angoulême, il viendra, il le fera. Parce que Angoulême. Donc si vous voyez un barbu Hirsute cette année à Angoulême... si vous voyez Alan Moore, vous pouvez pas le rater, lui, de toute façon. C'est pas comme Tatsuki Fujimoto. Alan Moore, vous allez le reconnaître direct. Hein. Franchement, il a un style vraiment totalement inimitable.
Bon, on va pas parler des difficultés de ces dernières années parce que le Covid, ça a fait chier un peu tout le monde dans tous les milieux. Oui, je pense c'est que pareil pour tous les festivals. Et tout le monde a été impacté, je pourrais touché, ce que poser la tu veux. question au Hellfest et tout ça, comment le festival s'adapte, c'est pareil, ça aurait été génial si on avait 1 heure pour en parler, mais c'est pas le cas. Et on va surtout espérer que le 17 au 20 mars, on se retrouve tous là-bas et qu'on voit ces super expos. Il y a une question que Janice avait préparée qui m'intéresse beaucoup, notamment parce que je sais que tu as des goûts très précis et tout. Je sais pas si tu as le temps d'y réfléchir depuis tout à l'heure. On va revenir un peu sur 2021. Est-ce que tu as des coups de cœur ou c'est quoi tes coups de cœur, si tu dois en avoir 3 ou 5 ou 10, tu m'en cites autant que tu veux, en manga en 2021. C'est pas nécessairement des regarde, nouveautés en fait, par ce ailleurs. dont on a parlé, en fait, parce que en fait, j'oublie les choses que je lis parfois. Et par exemple, si tu as lu un Die Dark en VO, tu peux nous parler de Die Dark sans Ouais, problème. Alors que non, c'est mais pas là, il y a encore des sorti, trucs, en fait. C'est 2020 Die Dark d'ailleurs, mais. Ouais, c'est vrai. Non, bah écoute, si j'ai le droit aux rééditions, je suis vraiment très content de la réédition de Dolno Fan Cub. Yes. Tu vois, parce que... Sold Out annoncé aujourd'hui, félicitations Panini. Alors c'était un petit Voilà. tirage parce que c'est un gros bouquin et tout, mais Sold Out c'est quand même très très bien parce que c'est une série qui avait un historique de vente absolument cataclysmique avant. Donc même si on n'est pas encore dans des trucs incroyables, c'est Sold Out sur le premier tirage et je pense que chez Panini ils ont débouché une petite bouteille ce soir. En patrimonial, pour rester justement dans des titres un peu anciens, entre guillemets, j'ai vraiment... fait la grande découverte de Kuniko Tsurita avec L'Envol, qui est sorti chez Atrabile. Yes. Là aussi, très grosse sortie de cette année, une autrice que je n'avais jamais pu lire auparavant, puisque jamais traduite. Et là, ça a été un vrai choc. C'est vrai qu'on ne parle pas assez d'Atrabile et de ce travail, mais effectivement, pouvoir la lire, c'est précieux. Ouais. Puis après, effectivement, les rééditions d'Etsuge, ça, j'y suis très sensible. J'imagine. Dans Sensor, moi, c'est un titre que j'ai vraiment aimé aussi. C'est vrai ? Ouais, carrément. Je vais essayer d'aller vite. Qu'est-ce que j'ai aimé un titre comme Gannibal chez Meian aussi, qui est vraiment quelque chose qui m'a bien accroché. Excellent. Si vous ne connaissez pas Gannibal chez Meian, foncez dessus. C'est une tuerie. C'est du pur polar coréen, mangaisé. Bon, pour le lire, du coup, être à jour, il y a un moment où on part vers un peu autre chose et tout, mais franchement, les 6-7 premiers tomes, c'est monstrueux de qualité en polar, en dessin, en tension et tout. On a des personnages passionnants. C'est complètement bigger than life, cette histoire de cannibale dans un village reclus dans la montagne, et ce flic un peu du père avec sa femme, sa fille et tout. Et super série. Et d'ailleurs, si je devais être tout à fait honnête, s'il n'y avait pas eu le Covid, on se serait positionné sur Gannibal plus tôt. C'est juste que le Covid a repoussé la création de Mangetsu et c'était un des titres que j'avais dans mon radar. Mais bravo à Meian parce qu'en plus c'est bien traduit et c'est bien édité et tout. Donc ouais, vraiment chapeau sur Gannibal. Non, puis ça aussi, Journey Beyond Even de Masakazu Ishiguro. Voilà. Super auteur, super série. Voilà, qui est quand même un titre très boudé, assez étrange. Des ventes vraiment pas bonnes, je peux vous le dire, parce que j'aime beaucoup cet auteur et j'ai un peu halluciné en voyant. Ça m'a fait peur, c'était avant qu'on lance Mangetsu et je disais, mais si ça marche pas, qu'est-ce qui peut marcher en fait? Et Journey Beyond Even, du coup, pour les gens qui n'auraient pas entendu, excellent. Et puis plein d'autres choses après, puis des séries qui sont en cours évidemment. Enfin, tu vois, moi j'aime beaucoup l'Attaque des Titans. On peut parler de Meian. Pardon? Escala Yokohama par exemple. Escala Yokohama, ouais, c'est une super série. C'était une belle découverte. Ouais, carrément. Shigurui aussi, qui a une réédition, mais qui a quand même un titre. Tu connaissais avant. Ah, c'est hallucinant, ouais. C'est un titre que je connaissais avant, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Pas à mettre dans toutes les mains, par contre. Non, absolument pas. Ou si vous voulez tenter, pourquoi pas. Mais vous voulez recréer un Fausto dans oui, voilà, c'est ça. Si vous avez un petit frère qui a 7 ans ou quoi, vous lui mettez Shigurui et voilà. Il lui filme Movies après un stage. Donc non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Die Dark aussi qui sort très prochainement. Kyo Yashida. Mon grand drame. La première offre que j'ai faite de ma vie, Die Dark. Et malheureusement, ça ne sortira pas chez nous, mais avec cette cover lenticulaire et tout. Bref. Ok, donc Die Dark, le Nolfen Cub, L'Envol évidemment chez Atrabile que je conseille vraiment aux gens d'aller lire, Gannibal chez Meian pareil, et le dernier pour résumer, Journey Beyond Even. Journey Beyond Even, chambé, hein, vraiment chambé. D'ailleurs c'est marrant, je sais pas si tu as lu Léviathan, qui est une créa de Shiro Kuroi, qui est chez Kiyun là, et j'ai retrouvé aussi, mais en fait c'est deux séries qui vont puiser, bon alors chez Léviathan la référence, elle est cash, mais qui vont puiser chez Umez et chez l'École Emportée. Et, dans les deux, il y a... Mais ouais, Journey Beyond Even, alors on peut rien spoiler parce que c'est une série qui tient vraiment sur très peu de choses. Il y a quelque chose entre Nagasaki et Urasawa aussi un peu dans la façon dont les révélations vont s'amener et tout. Mais, oui, dans le télescopage des intrigues aussi. Exactement, ouais, avec cette espèce de jeu sur les timelines et tout. Janice, je pense à un giveaway, c'est incroyable, c'est un événement. On a un bon d'achat
Oui. pour la Maison du Mochi à vous faire gagner. La Maison du Mochi, c'est les délicieux gâteaux et tout qu'on s'est envoyés en fin de live il y a 2 émissions, c'est ça? Exactement. Pour l'émission de Noël avec Donc, Benzaï et Karaté. Et on vous fait gagner un bon d'achat d'une valeur de 35 € à utiliser chez eux. Et en plus, c'est sur le net, donc vous pouvez vous faire livrer, même si vous êtes dans la Creuse, la Maison du Mochi vous livre chez vous. Tout à fait. Nous, je vous enverrai donc le bon d'achat et ensuite vous pourrez l'utiliser comme vous voulez sur le web. On l'a pas perdu, hein, parce que je panique vu que je sais qu'il était à peu près là. En fait, je l'ai juste sorti de l'enveloppe pour que tu galères pas. Ah, c'est ça. Du coup, Mais c'est c'est ça, vrai. parce qu'il y avait une petite C'est la enveloppe, petite effectivement. Donc Voilà. voilà, vous avez votre carte cadeau Maison du Mochi juste ici. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra. Mais Et c'est écrit, on livre même dans la Creuse. toi qui es dans la Creuse, tente ta chance, tu peux Et le du recevoir. coup, je vous laisse taper Mochi dans le chat et donc M-O-C-H-I. Merci Janice. On va tout de suite parler d'Atome avec toi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Une histoire à raconter sur Atome. Moi, Atome, c'est le magazine que j'aurais rêvé faire. Je me souviens d'acheter le numéro 1 en 2013, juste après avoir professionnalisé mon activité de journaliste et de dire mais putain, pourquoi on n'a pas fait ça? En fait, ça aurait été tellement mieux. Un numéro à retrouver pour l'occasion. quoi. Et surtout, mais alors attends, Il est neuf. no spoil, mais vous allez pouvoir gagner un numéro d'Atome qui est plus qu'épuisé. Ah ouais, on trouve plus. Vraiment, il est introuvable. Pour tout vous dire, le mien était resté à la rédac à l'époque et je l'ai plus. Je suis à 2 doigts de le voler, mais vous allez le gagner Tellement tout à l'heure. improbable, j'en ai trouvé un. Mais bon, C'est plutôt pratique quand tu es rédac chef et que c'est dans tes bureaux aussi, voilà, j'imagine. c'est vraiment le stock personnel. Quoi. C'est comme les bons crus Parce que cache, vous en fait. vous rééditez pas, du coup. Pas pour le moment. Ok, Pas pour le moment. ok. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en fait, c'est économiquement Très compliqué. compliqué. Bah oui, Puisqu'en oui, fait, j'imagine. tu serais sur des plus petits tirages. Enfin, C'est un roulement aussi, la presse. Voilà, donc il faudrait faire au doigt mouillé. Enfin, il faudrait définir un certain nombre d'exemplaires, c'est un peu compliqué. Pour la version un peu prestige du Peut-être pour, Best-of pour le Best of Digest, pour les qui 10 ans, sortira quoi. chez la Pléiade en 2032. Exactement, à côté du Chomsky et de Baudrillard, ce sera très bien. On va parler d'Atome tout de suite. Hangetsu, jingle. Donc, avec une très grande surprise, on va parler d'Atome, cher Fausto. Alors, Atome, moi j'ai 1 milliard de questions à te poser dessus, parce que là, il y a les journalistes aussi qui fantasment beaucoup sur tous tes allers-retours au Japon et les meilleures interviews que tu as pu faire et tout. Donc, ça, on va y passer. Avant ça, c'est quoi l'histoire d'Atome en quelques mots? D'où ça vient? D'où ça vous vient? Parce que tu n'es peut-être pas seul au départ de l'idée, j'en ai aucune idée à vrai dire. Comment tu constitues une équipe? Comment vous décidez de vous lancer? Comment vous financez un truc pareil qui, dès le début, te fait comprendre que si t'es fan même juste casu de manga, va falloir t'accrocher, ou alors c'est que t'as vraiment envie de découvrir des trucs. Je me souviens d'interviews vraiment hyper pointues. Et surtout, comment mener une ligne édito dans un truc aussi riche que le manga, en gardant ce qui fait le sel d'un magazine, c'est-à-dire un esprit, quoi. Tu vois, cette espèce de préparation invisible qui se balade entre les pages d'Atome et tout, et qui est présente vraiment entre le cahier critique et les interviews et tout. C'est quoi la recette? Sans vouloir. Je sais pas, mais je suis assez connaître le content secret, de ces questions, parce qu'en fait, on me les a jamais vraiment posées. Uh-huh. Enfin, on me les a parfois posées off record, mais donc du coup, je suis plutôt content de répondre aujourd'hui. Eh ben, écoute, à ces on a questions. 2 heures devant nous. Mais non, je vais pas faire très long. Alors, c'est parti de quoi? C'est parti d'un constat très simple, c'est que je ne trouvais pas en kiosque ni en librairie le magazine que je voulais lire sur le manga. Donc, moi, j'étais un lecteur d'une revue qui s'appelait Kaboom, créée par Stéphane Maujean, Très bonne revue. édité par Benoît Morer, aussi l'éditeur de Interview de Macho. Makoto Ikimura excellente dans un numéro, alors je sais plus lequel, le 3 je crois. Si cette connerie Donc aussi. il y avait, moi j'étais lecteur effectivement de cette revue qui était une revue de bande dessinée Kali. avec un grand B et un grand D, donc du coup il y avait effectivement du comics, du manga et de la bande dessinée européenne. Mais moi j'avais envie de faire quelque chose vraiment de spécialisé, de niche, déjà parce que c'est ce qui m'intéressait. Et aussi parce que moi je viens de la presse spé, c'est-à-dire que je viens de la presse cinéma fantastique, donc cinéma de genre, pour être un peu généraliste. Et du coup, j'avais envie de faire une revue plus qu'un magazine, c'est-à-dire avec une belle fabrication, avec un dos carré, avec un beau grammage de papier, avec aussi une sorte de maquette qui soit à l'opposé en fait de ce qu'on trouvait concernant le manga, c'est-à-dire des maquettes bariolées, Un peu à la démanga. un peu pop dégueulasse, tu vois, genre, enfin, et puis aussi avec un souci d'investigation et un sérieux qu'on ne pouvait pas lire ailleurs. Et je dis ça vraiment sans prétention aucune. Non mais c'est réel, hein, c'est très concret, quoi, c'est factuel. Moi, ma vraie référence, en fait, c'était les revues de cinéma.
parce que je viens de là et parce qu'en fait je me suis posé la question, mais pourquoi en fait personne ne traite le manga? On pourrait même d'ailleurs élargir la réflexion à la bande dessinée, mais avec ce sérieux, ce goût de l'investigation et aussi comment dirais-je, ce soin apporté à la forme. Donc Kaboom avait fait ça, mais le manga était minoritaire dans Kaboom. Il y a eu des numéros où il y avait beaucoup de mangas. Petit au niveau du format, tout à fait. avec pas le Kaboom était un magazine, voilà, Atom est une revue en fait. Ouais, c'est un MOOC. Bon, il y a eu des numéros où oui, on est clairement MOOC, voire livre en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez précommander notamment un financement participatif sur KissKissBankBank, il y a aussi les versions hardcover. Les versions hardcover comme celle-ci. C'était le cas, vous avez commencé, il me semble, pour les 100 meilleurs mangas, non? C'est le premier à être on a commencé avec le numéro 14 que je n'ai pas ici, qu'on avait sorti pendant le premier confinement, et en fait on avait tenté justement une campagne, non pas de financement participatif, mais tout simplement de prévente sur KissKissBankBank. Donc on avait un peu essuyé les plâtres avec ce numéro 14, et avec le 15, en fait, 30 ans de manga, on a passé effectivement l'étape supérieure avec une pagination bien plus nourrie et une thématique plus large et du hardcover. Que vous avez reconduit sur le manga d'horreur, puis qu'on a reconduit Berserk, après systématiquement. Berserk, si je ne dis pas de conneries, est de très loin le plus gros succès d'Atom, puisque vous êtes arrivé peu de temps après le décès de Miura Sensei, et vous avez cristallisé, j'ai l'impression, une sorte d'hommage qui avait besoin d'être rendu et d'être formalisé dans un bel objet. Etc. Et ça m'a fait super plaisir parce que je pense que beaucoup de gens ont découvert Atom aussi grâce à ce numéro et aujourd'hui sont un peu piqués. Donc la question peut-être de la réam du coup va pouvoir se poser grâce à ce numéro. Peut-être, écoute, Pour découvrir des illusions inédites d'Asano et tout, parce qu'il y a ça aussi qui est quand même fou avec vous, c'est que vous arrivez à vous payer des couvertures de pointure. Oh là là, quoi. C'est Hisashi Eguchi qui vous a fait une couve aussi sur Tokyo. Non, c'est Mochizuki, Minetaro Mochizuki. Minetaro Mochizuki, excuse-moi. Cette couve. Je pense à les confondre, je sais pas pourquoi, c'est le côté théâtre hipster un peu. Je sais pas où. C'est bien ici pour la montrer, c'est ça, Et voilà, juste là, ça, super numéro avec couverture inédite et tout, avec en plus un super reveal. Je me souviens de la vidéo du reveal de la couve et tout. Et ça, c'est le plus gros. C'est le plus gros numéro qu'on ait sorti, puisque c'est un 244 pages. Ah ouais, puis parler de Tokyo, j'imagine que c'est pareil, c'est une pression, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que vous allez éditorialiser différents numéros sur différents sujets, etc. Donc comme le manga d'horreur par exemple. Les thématiques sont arrivées un peu par accident en fait. C'est-à-dire au début c'était moins le cas. Au début c'était le numéro, même assez récemment, le numéro avec Miura en couverture, effectivement, n'était pas un numéro thématisé à vrai dire. Mais Berserk l'emportait quand même. Mais Berserk l'emportait. Après il y a parfois des thématiques qui finissent par s'imposer. Il y avait une sorte de fil rouge dans le numéro Berserk, avec Lone Wolf and Cub, l'attaque des Titans. Il y avait quand même un univers, on va dire, plutôt brutal et voilà, exactement. Donc les adolescents aiment bien lire. C'est ça. Mais pour en revenir à ta question au départ sur comment on a fait, si tu veux, le magazine. Donc moi je suis parti du principe que ce magazine n'existait pas. J'en ai simplement parlé à mon éditeur, à mon patron, Gérard Cohen. Je lui ai dit écoute, moi j'ai un projet, j'aimerais bien faire un magazine sur le manga. Il dit ah bon, ok, ouais, très bien, ouais, pourquoi pas, etc. J'en ai parlé à ma régie publicitaire, puisqu'il faut quand même aussi que coordonner un petit peu les que les forces se rencontrent et puis cogitent aussi ensemble. Donc eux, ils avaient repris la régie publicitaire de Mad Movies il y avait quelques mois déjà, et ils étaient tout à fait au courant en fait. Ils connaissaient très bien tous les éditeurs du secteur, etc. Donc il n'y avait pas besoin pour eux de faire des démarchages inutiles. Enfin, en tout cas, ils allaient déjà en rendez-vous chez Glénat. Exactement. Et c'est quand même un avantage énorme pour le financement d'un magazine. Tout à fait. J'imagine que c'est un confort. Tout à fait. Mais cela dit, il n'y a pas eu de discussion, parce que en gros, sur Atom, je fais ce que je veux et j'ai toujours pu faire ce que je voulais. Okay. Néanmoins, j'ai eu quelques petites discussions avec ma régie, mais vraiment, je m'entends très bien avec eux et avec Fabrice aujourd'hui. Moi, je voulais faire un magazine de manga exclusivement. Je voulais pas mettre d'animation. Je voulais pas mettre de. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est manga. C'est manga. Et on me disait au début, ah mais t'es sûr, tu peux pas mettre un peu d'anime, tu peux pas mettre un peu de jeux vidéo, tu peux mettre même un peu de cahier critique, c'est histoire de. Voilà. Donc j'ai dit non, moi je vais faire vraiment un magazine papier sur le manga, constitué exclusivement d'interviews que je réaliserai au Japon, puisque l'idée, c'est d'avoir un magazine d'investigation, c'est de partir, c'est pas de faire des interviews par mail depuis Paris, tu vois, où tu poses 10 questions et l'éditeur te répond 3 lignes à chaque fois et tu n'as absolument rien à tirer. Donc l'idée, c'était d'avoir des rencontres, idéalement d'aller voir les auteurs dans leurs ateliers, de rencontrer aussi tous les éditeurs et puis de faire un travail, en fait, vraiment d'investigation
tel qu'on n'en avait pas vu jusqu'à présent. Et puis le numéro 1 a été lancé, on en a discuté. Le titre très vite s'est imposé. C'était ma prochaine question, Ouais. j'ai ma petite idée, mais pourquoi Atom? Bah, il y a la référence évidente, c'est Tetsuo Natomu, quoi. C'est un peu comment ne pas y penser. Et puis je trouvais que c'était un titre court, Qui marche qui bien, claque en qui est, 4 lettres. qui en Bon, plus voilà. est logoifiable. Tout à fait, ouais, qui s'est imposé très facilement et très instantanément en réalité. Je te cache pas que en vrai, quand j'y repense, c'est assez marrant puisque c'est un truc que j'ai quasiment pensé tout seul. Personne ne m'a mis de bâton dans les roues en me disant ton titre c'est nul, machin, etc. Aurélien Estager, qui est un pote et qui m'a suivi dès le départ en fait sur les voyages au Japon et qui a assuré justement Donc Aurélien qui est traducteur, interprète du coup. tout à fait, ouais, qui a Enfin, qui est assuré traducteur, je le sais, mais qui aussi fait l'interprète du tout coup. à fait, et qui a assuré justement toutes les missions d'interprétation pour moi au départ sur le numéro 1. Et puis sur d'autres numéros aussi, c'était lui le principal trad. A émis néanmoins un doute en me disant mais t'es sûr, faire référence à l'atome, à la bombe atomique, est-ce que c'est pas un petit peu déplacé, etc. Moi j'ai fait un sondage auprès d'amis et d'interlocuteurs japonais et qui m'ont dit Atomu pour nous c'est Tetsuo Natomu direct. Donc voilà, je me suis pas trop posé la question. Et puis le design du logo, moi j'adorais le travail de Tom Kahn qui réalise des génériques pour le cinéma entre autres. C'est aussi un designer graphique, un réalisateur. Son travail, vous l'avez probablement vu, c'est lui qui a signé le générique de Enter the Void. Donc en fait, voilà, j'adorais son boulot et j'ai joué un peu de mes contacts dans le cinéma en écrivant à Gaspard Noé, en lui disant écoute, est-ce que tu pourrais me donner le contact de Tom Kahn? J'aimerais lui proposer quelque chose. Un vrai petit plaisir. J'ai rencontré Tom Kahn, je lui ai dit écoute, j'adore ton travail, est-ce que ça te dirait de me suivre sur la création d'un logo, sachant que je n'ai pas beaucoup d'argent, sachant que tu es très occupé et que j'imagine tu es aussi peut-être très cher. Et il a fait banco, très bien. C'est lui qui a défini en fait cette identité un peu graphique forte, basée sur le blanc et le noir. Les espaces négatifs. Voilà, j'ai plein de planches contact que je pourrais t'envoyer si t'intéresses de logos non retenus. Ah ouais, carrément. Donc il y a vraiment un travail assez fou. Fétichiste même. Voilà, pour info, il avait travaillé aussi sur des titres et des typos sur Matrix Reloaded, sur Speed Racer. Donc il est aussi voilà, il a travaillé aussi avec les frères Safdie, c'est lui qui a designé le titre de Good Time. Donc, bon, bref. Mais oui, mais maintenant que tu le dis, effectivement, Good Times, Atom, il y a des... On retrouve des similitudes. Donc il y avait un bon alignement de planètes, si tu veux, artistiquement parlant. Et puis après, il a fallu, chose la plus dure, c'est trouver des gens pour écrire. Et là, c'était extrêmement compliqué. C'est vrai. Extrêmement compliqué, puisque en fait, les signatures que j'aimais, elles étaient soit dans Kaboom, soit dans des journaux qui n'étaient pas des journaux spécialisés ou des magazines spécialisés. Et il y en avait très peu. Donc j'ai beaucoup lu sur Internet, j'ai beaucoup écumé des blogs, même les réseaux sociaux, j'en venais à lire. Bien sûr, les gens qui font des posts sur Facebook, tout ça, etc. Et puis finalement, je te cache pas qu'à chaque fois, les bras m'en tombaient tellement je trouvais ça nul. C'est-à-dire que je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas en fait. Je peux pas en fait viser un niveau d'exigence hyper élevé en faisant travailler des gens qui sont capables d'écrire 25 feuillets, si tu veux, sur un blog, mais qui au final en fait déjà ont de gros problèmes syntaxiques. Et étant moi-même un ancien secrétaire de rédaction, je peux dire que j'ai une déformation professionnelle constante qui consiste à relire les gens dans les détails. Et en fait, voilà, je voulais vraiment des textes qui soient absolument pas des textes de fanboy. C'est peut-être le truc que j'exècre le plus. C'est-à-dire que je veux qu'on soit aussi en capacité de critique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de rendre hommage. Bien sûr. C'est vraiment deux choses différentes. Mais en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, concernant le manga, il y a vraiment ce problème d'agiographie constante, quoi. C'est-à-dire que tout est génial. Tout te met en PLS. C'est que des masterclass partout. Donc déjà, ce sont des termes que vous ne trouverez pas dans Atom, sachez-le. Ça, c'est nos sujets dans le privé, normalement. Voilà. Ils m'emmènent sur Internet. Donc en fait, le truc, si tu veux, c'est que voilà, très vite, je me suis dit non, ça, je refuse ça. Je refuse. Et puis, c'est pas grave si on se ferme, si tu veux, une partie du lectorat. De toute façon, je pense que celui-là que tu vises. Et puis, de toute façon, c'est des gens qui n'achètent pas des magazines. Donc, si tu veux, il y a un moment où Atom, c'est un magazine qui est quand même assez cher. Je tiens à le préciser, il faut que jeunesse se fasse aussi. Enfin, c'est normal.
à 13 ans de parler avec ces termes-là, de faire des critiques qui sont juste de la déférence avec des superlatifs dans tous les sens et qui vont pas vraiment dans le fond des choses et qui nous disent ouais, l'histoire est super et les dessins étaient très beaux. Oui, mais toi qui as quand même. Tu étais sur des forums. Mhm. Euh, Ensuite, il y a eu les blogs. Non, mais le sujet, je vois très bien où Non, tu vas mais aller. il y a quand même. Non, mais je ne vais pas. En plus, c'est pas le sujet de l'émission, mais il y a eu quand même, si tu veux, voilà, c'est pas pour faire mon Zemmour de service, Mhm. mais il y a quand même eu un déclin de Bien l'écriture sûr. et de la Non, mais lecture. bien sûr, évidemment. Donc, si tu évidemment. veux, il y a eu En tout cas, il y a un déclin progressivement du débat, effectivement, de et l'envie de la de se pousser réflexion. intellectuellement les uns les et autres de la et de, réflexion. et Donc, effectivement de rentrer un petit peu dans les œuvres Voilà. aussi et de pas juste, voilà, on sait que c'est bien écrit et que c'est beau, on s'en branle, enfin, tu vois, et puis et les grilles de et on s'en fout lecture. de enfin, mettre bref. 9 sur 10 ou 4 étoiles sur 5, ça n'a aucun sens, mais bon. bref. Mais tout ça pour dire que ça a été compliqué de créer cette équipe. Tant et si bien qu'il y a des numéros qui sont signés par 3 personnes, hein, parfois. Hein, donc c'est Surtout au début, ouais. c'est dur. Bon, ouais, après, ouais. t'as la chance d'avoir trouvé des sacrés cavaliers de l'Apocalypse parce que t'as des mecs qui te balançaient Bah, ils sont très bons. Moi, je un suis. contenu Voilà, mastoc pour tenir un magazine de 200 pages et qui, en plus, te font des cahiers critiques de ouf et en mais- restant fin, en restant, tu vois, Oui, puis éveillé. et puis c'est drôle parce qu'en fait, il fallait voir leur réaction, très positive hein, quand j'ai été les voir, mais en fait, ils se demandaient un peu quel allait être ce truc. Parce que je débarque avec un projet qui n'existe pas. Mhm. Donc, Marius Chapuis, de Libération, avait sa rédaction à 5 minutes de la mienne. Mhm. C'est pas pour ça que j'ai été le voir, hein, Ouais. mais moi, je lisais en fait ce qu'il faisait dans Libé. Je l'avais croisé vaguement à la conférence de presse d'Angoulême où Otomo était venu. Et je le contacte, je lui envoie un petit mail, tu vois. Et il me répond, et on va manger dans un restaurant au Sichuanais, pas très très loin, tu vois. Et je lui dis, ouais, voilà, j'ai un projet de magazine sur le manga, etc. Ah bon, un magazine, vraiment, ah oui, combien de pages? Je fais, bah, je sais pas, un truc un peu, tu vois, 116, 132, 148, je sais pas, mais un truc assez gros. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, bah pourquoi pas, tu me diras, quoi. Puis je lui ai commandé des textes sur Kamimura, sur Asano, etc. Il m'envoyait les textes à un rythme assez métronomique, sans savoir à quoi ça allait ressembler. Et puis je lui ai envoyé Parce que ouais, ils se contentent, tu leur demandes surtout du texte et pas forcément la mise en page, c'est quelque chose que tu vas gérer toi. Oui, après. non, en fait, ils envoient les textes, tu vois. Donc là, je lui avais demandé, je me souviens pour le premier numéro, je lui avais demandé une bibliographie commentée d'Inyo Asano, Uh-huh. je lui avais demandé un papier sur Kamimura, puisqu'il y avait une expo. Je savais que c'était Marius, la bibliographie d'Asano, mais je Ouais, me souviens très il bien y de avait cette une action. expo Kamimura aussi, une superbe expo Kamimura à Angoulême au même moment. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'il écrivait les papiers en fait sans trop savoir si le magazine allait se faire, sans trop savoir si le magazine allait sortir et surtout Ouais. sans trop savoir à quoi il allait ressembler. Je n'avais rien à lui montrer. Puis je lui ai envoyé les premières pages montées. Il a fait ah c'est cool et tout, c'est beau. Il voyait le sujet Asano qui était monté, il avait trouvé ça chouette. Il n'y a rien de plus beau pour un journaliste que de voir son sujet mis en page. Hein. Vraiment, c'est un des trucs les plus. T'as l'impression que tes mots. Je sais pas s'il a ressenti ça, mais en tout cas c'était chouette d'avoir son retour là-dessus. Je connais pas là-dessus. avec Marius, donc je parlerai pas à sa place, mais il a dû bien kiffer ça. Mais Xavier, pareil. Xavier, c'est quelqu'un qui travaille chez Ubisoft, donc a un autre boulot à côté. Et c'est pareil. Moi, je l'ai contacté, je lui ai écrit via du neuf, en fait. Et j'avais déjà repéré des articles qu'il avait fait et sur du neuf et dans Kaboom. Et on s'est rencontrés, on a bu un coup, je lui ai expliqué le projet, il a trouvé ça chouette. Mais c'est pareil, en fait, en vrai, il savait pas trop c'était où pas il allait, forcément quoi. une bande de potes non plus. Non, T'as été chercher vraiment des plumes. Et... Bien sûr, exactement. En fait, moi, je lisais ces gens, j'aimais ce qu'ils écrivaient. Ouais. Je leur ai envoyé un mail et je leur ai demandé de travailler avec moi. C'était aussi simple que ça. C'est l'avantage quand t'es difficile, c'est que du coup, t'as quelques cibles et tu veux celle-là. Quoi. C'est ça. Et Aurélien Estagé, qui m'a beaucoup suivi au début. Sébastien Lundman aussi, qui était présent dès le premier numéro. Excellent traducteur. Voilà. Et puis plein d'autres, en fait, qui m'ont ensuite suivi. Et puis des contacts que j'avais aussi dans le milieu du cinéma, enfin de la presse cinéma, comme Stéphane Duménildo, qui était récemment commissaire de l'exposition Ultime Combat au Quai Branly. Au Quai Branly, ouais. Voilà. Yves Montmayer. Terminé, c'est ça? C'était dimanche. C'était terminé ce week-end. Putain, je peux y aller, je suis dégoûté. Yves Montmayer aussi, qui lui vient vraiment du cinéma et du documentaire, qui a signé un formidable documentaire sur Takeshi Kitano que vous pouvez voir sur le site d'Arte, qui m'a refilé. C'est lui, voilà. il est excellent depuis. Voilà, et lui m'a refilé son interview de Toshio Saiki pour ce numéro-là. Donc c'est je crois, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est la seule et unique interview de Toshio Saiki qu'on ait jamais publiée. Et du coup, c'est la dernière, puisque Saiki est décédé depuis. Donc voilà, en fait, sur le premier numéro, c'était hyper amusant à faire. C'était mon premier voyage pour le boulot au Japon. J'y allais avant pour le tourisme. Donc c'était très rigolo. C'était c'est un peu la magie, moi, on va pas te octobre raconter 2016. non plus, mais y aller pour le boulot au Japon, ça rajoute un degré
de pression déjà. Ouais, d'excitation, d'adrénaline, tu vois. Puis là, c'est- c'était les premières interviews. Enfin, j'avais déjà fait par le passé des interviews avec des mangaka pour Mad Movies. Junji Ito, je l'avais rencontré précédemment pour Mad D'accord, Movies, par ok. exemple. J'avais fait interview de Kengo Onazawa pour Mad Movies aussi. Voilà, Bah, j'ai- des mecs qui sont Mad Movies c'est ça, quoi. voilà. Ouais. J'ai fait des interviews de mecs qui dessinent de l'horreur, des histoires avec des zombies ou des gens histoires bien écartelés weirdo, quoi. avec les membres Ouais. qui s'éparpillent partout. Donc c'était un peu ma cible sur Mad. Là, j'ai pu élargir mes perspectives avec ces entretiens. Puis c'était très chouette. Et il y a vraiment un mec qui est vraiment hyper cool chez les mangaka. Un mec qui est hyper cool. Je parle un peu de manière trop dépréciative pour ce qu'il est profondément, mais c'est vraiment Inyo Asano, qui Ouais. en plus est un excellent client en interview, est vraiment un chouette type. Je n'ai pas tissé de lien particulier avec lui. C'est dur, c'est- toute façon, et puis en plus, mais- j'ai pas envie de prétendre, de prétendre. Bien sûr, bien voilà, sûr. c'est quelqu'un que j'ai juste rencontré quelques fois, mais en tout cas, il nous a toujours suivis. Quand il a fallu. Il aime vraiment le mag, hein, parce qu'il a partagé à chaque fois. Ouais, il était venu sur le stand à Angoulême. Exactement. Il a fait un petit dessin et il a signé une des affiches qui était sur le stand on a offert. Ensuite à un des visiteurs qui avait acheté 2-3 magazines. Il était ravi, il est parti avec son affiche. Pareil qu'un dessin d'Asano en même temps. Et non, voilà, c'est en plus d'être quelqu'un de remarquablement intelligent, c'est quelqu'un qui a toujours répondu présent quand on l'a sollicité. Voilà, il a très vite accepté le projet d'interview pour le numéro 15, le projet aussi de couverture. Et c'est toujours chouette de lui parler parce Il était super content à Angoulême là, quand il est venu, notamment il a fait la rencontre avec Bastien, je me souviens parce que j'étais avec Bastien juste avant sa rencontre et donc Bastien adorait aussi la rencontre croisée Vives Asano qui était juste littéralement un trou noir et notamment son éditeur de Shogakukan qui était présent sur place avec qui que j'ai eu la chance après de revoir au Japon et vraiment qui est francophile et francophone aussi et ils ont vraiment adoré l'expérience à Angoulême et vraiment ils ont un amour sincère pour la France, pour Atom, pour tu vois aussi tout ce qu'on essaye de faire sur leur culture aussi, qui n'existe pas forcément là-bas, parce que là-bas, ils n'ont pas non plus de magazine comme on peut avoir à Atom. Il faut bien s'en rendre compte quand même. Hein, c'est une exception française, Atom. Ça n'existe pas aux US non plus. Alors, il y a des blogs très pointus et tout ça. Tu as des interviews parfois sporadiques qui sont publiées dans des magazines de tendance au Japon, des magazines comme Brutus, par exemple. Exactement. Ou des magazines très pointus les comme fans d'Inoue connaissent. Voilà, ou des magazines comme Eureka, par exemple, où là, tu peux avoir des numéros spéciaux. Switch, où c'est un peu les 3 mags. Voilà, où tu as parfois des numéros qui sont hyper denses. Mais il y a aussi un truc, c'est-à-dire, sans vouloir... je vais le dire simplement, c'est des interviews de Japonais par des Japonais. Ce qui n'a rien à voir avec ce que vous faites chez Atom. C'est-à-dire que les Japonais acceptent votre point de vue occidental, votre point de vue de lecteur français aussi, avec toute cette culture française donc, qui est hyper parcellaire en fait, parce qu'il nous manque un bout d'histoire. Déjà, on n'a pas les séries de baseball, donc il nous manque un gros bout d'histoire chez nous. Et je pense, je le sais aussi, que ça leur fait du bien en fait, de pouvoir s'ouvrir à notre culture, de pouvoir s'ouvrir presque plus aussi et se lâcher parfois plus et tout. Et il y a moi je suis ultra fan de Makoto Yukimura qui est un être humain qui me fascine profondément. Vraiment, je trouve qui est un auteur très sympathique. Hein. Et voilà, hyper sympa. Enfin, pour moi, il est avec ses originaux pendant l'interview, il nous a déplié tous ses originaux sur la table. C'était assez hallucinant. Moi, je tombe dans les pommes s'il m'arrive un truc comme ça. Et vraiment, l'interview, elle est trop précieuse. Je veux dire, aujourd'hui, je lis pas Vinland Saga ou même Planète de la même manière et j'envisagerai pas son prochain projet de la même manière. Et vous arrivez en fait à ce qu'on les comprenne aussi en tant que personne et au-delà de leur planche. Et à la fois, vous avez aussi parfois des analyses ou parce que certains s'y prêtent plus que d'autres qui ont vraiment très envie de parler de leur dessin ou de leur découpage ou de choses très précises, vraiment de la grammaire séquentielle et tout. Et non, c'est trop fort. Juste, Janice, j'y pense, 2 fois que j'y pense. On a un gagnant peut-être pour les 35 € du Moshi. J'attendais un petit trou, mais écoute, vous étiez bien partis, c'était intéressant. On va pas tarder malheureusement, on va devoir couper plein de parties, mais Fausto, tu reviendras parce que on a trop de choses à se dire. Le gagnant, c'est Zaoyun 87. Zaoyun 87, tu as gagné 35 € si tu es dans la Creuse, c'est bien, mais si tu n'es pas dans la Creuse, c'est pas grave. Tu pourras l'utiliser du coup une fois sur le site de la maison du Moshi, pardon, j'allais dire le Cri du Moshi, et on salue le Cri du Moshi s'il nous regarde, toute l'équipe de Caro, Prof Isekai, etc. Et on avait notamment, je vais lancer le giveaway avant la question, et on va finir avec cette question-là, parce que je pense que c'est la plus importante, et que depuis tout à l'heure tu nous fais rêver en nous parlant d'Asano, du Kimura et tout. On va faire gagner 2 numéros d'Atom. 2 numéros. Ça se décide un peu en direct, on va dire, mais... Non, 2 numéros. Mais pas n'importe lesquels. Voilà. Attendez. À 2 personnes différentes. Parce qu'on est des fous comme ça. Attendez, on va faire gagner 3 numéros d'Atom, parce qu'on n'est pas comme ça déjà. Ah ouais, ok. On va vous faire gagner Atom numéro 1,
Donc, plus collector, tu meurs. En plus, il y a une pub de Yakuza 0, très bon jeu derrière. Donc, voilà, profitez-en. Merci Sega d'avoir Halas dès le numéro 1, on retient. Atom, du coup, Tokyo. C'est le plus gros. Avec le plus gros, c'est ça. Avec Noévé, du coup, et Rent a Girlfriend derrière. Et surtout, cette magnifique couverture de Mochizuki. Allez lire les mangas de Mochizuki et toutes les époques, c'est-à-dire de Dragonhead à. C'est Tokyo Kaido son dernier manga ou c'est Shisakobe? C'est Tokyo. Attends, c'est Chisakobe qui a après Tokyo Kaido. Ouais, c'est ça. Tu me troubles là. Ouais. Donc ce numéro-là, qui est le numéro 16, le plus important en plus, le plus beau nombre. Et puis, on va en faire gagner 4, mais celui-là, je vous l'enverrai moi-même. Allez, et puis il va en faire gagner 5 en fait. Janine, ça va me tuer avec tous les colis à faire. Mais franchement, en même temps, on va peut-être en faire gagner 5 du coup. Parce que la régie peuvent faire gagner autant de... Le spécial horreur du coup, où là vous avez du Tomier, vous avez plein de trucs et tout, et vraiment ce numéro est génial. Moi c'est un rêve d'éditeur vraiment de pouvoir être présent dans Atom, donc merci d'avoir réalisé ce rêve. En plus, je crois que vous avez à la fois la pub pour Sensor et un super dossier sur Tomier qui est absolument excellent, et une interview de Ito Sensei, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Celui-ci, ouais, qui était vraiment très cool. Et aussi Asahi, enfin il y a tout un sujet sur... Et tout un sujet sur exactement la prépublication de l'horreur au Japon. Et croyez-moi, moi qui bosse avec Asahi au quotidien, j'ai appris 1 milliard de trucs. Et vous allez comprendre aussi pourquoi tous les mangas d'horreur, en tout cas chez Asahi, sont du shoujo, et comment les magazines ont été gérés. Tu as réussi à retrouver des éditeurs de l'époque et tout. Et, enfin, voilà, c'est vraiment monstrueux. Évidemment, vous le savez, Tsukimi sera à jamais dédié à la mémoire de Miura Sensei, donc le numéro spécial Berserk. Et puis, on va pas le laisser tout seul, vous imaginez bien. Il va pas rester comme ça sur sa table. Donc, c'était une couve inédite aussi de C'est un dessin qu'elle a fait pour nous. Ouais. Putain de merde. Et donc, avec le spécial science-fiction avec Hayashi Dakyu, du coup, et cette couve qui ressemble quand même pas mal à du Die Dark, du coup. Voilà, donc il y en a 5 à gagner. Alors du coup, je sais pas comment ça marche, moi, parce que j'assume pas du tout derrière. Du coup, on va tirer 5 noms au sort, et Sullivan, de sa main innocente, ensuite choisira qui recevra quoi, mais on fera ça dans les coulisses. D'accord, ok, ça marche. Ok, très bien. Bon, et gavez-vous. Hein. C'est pas tous les jours que vous pouvez choper ça, et le numéro 1, croyez-moi. Ça sera donc Atom dans le chat. C'est parti, faites-vous plaisir. Spammez de Atom dans le chat, cassez-moi ça. Et ma dernière question, Fausto, évidemment, tu ne peux pas y échapper, et on gardera les autres pour la... Ah non, double question. Double question. Ton numéro préféré, parce que je pense que c'est important, et tes meilleures interviews. Mon numéro préféré, c'est le spécial Tokyo. Déjà parce qu'il m'a permis de voyager alors que j'étais cloîtré à Paris. Donc ça, c'était pas mal. Parce que c'était un numéro du confinement, ça. C'était un numéro du confinement. C'est un numéro, en plus, qui a commencé à prendre une ampleur exponentielle à laquelle je ne m'attendais pas forcément, puisque, en fait... Au fur et à mesure où j'élargissais le spectre des auteurs qui avaient traité Tokyo, évidemment, je savais que c'était colossal, mais après, il fallait faire le choix, et j'ai eu beaucoup de mal à faire un choix, en fait. Donc, du coup, j'ai souhaité avoir effectivement une vision de Tokyo très plurielle, qui allait du Tokyo des années 30, donc avant justement la Seconde Guerre mondiale, au Tokyo futuriste et post-apocalyptique. En passant par la construction. Voilà. Et en fait, ça a été incroyablement stimulant. Il y a un auteur aussi que j'adore, qui est malheureusement plus édité en France, qui s'appelle Santa Inoue, qui est cousin de Sayo Matsumoto et qui est un des pionniers du manga de street culture, en fait. D'accord. Que j'ai interviewé, qui est l'auteur de Tokyo Tribe, qui vit à Los Angeles aujourd'hui, qui est un auteur vraiment passionnant, et j'étais hyper content de le rencontrer, parce que je me souviens, il avait une petite boutique à l'époque à Tokyo, justement, qui s'appelait Santastic, qui était une boutique un peu hip-hop, etc. Bien sûr, mais c'était une boutique assez culte. Voilà, exactement. Donc on trouvait des jeunes qui avaient des sweatshirts Saru, donc singe, donc voilà, issus de l'univers de son manga Tokyo Tribe. Et voilà, moi j'ai acheté des fringues il y a très très longtemps, Saru. C'était une sorte de bape, mais plus de manga, en fait. Et du coup j'étais hyper content de lui parler. Bref, il y a plein d'auteurs dans ce spécial Tokyo, et en plus il a été extrêmement chouette à faire, puisque j'ai essayé, tant que faire se peut, en fait, de mobiliser les auteurs dans l'envoi de matériel inédit. C'est-à-dire que quelqu'un comme Inyo Asano, par exemple, nous a envoyé des photos, en fait, qu'il a utilisées comme matière première, si je puis dire, à l'élaboration de ses planches. Oui, parce qu'on en parlera du style Asano un jour. On n'éditera jamais Asano chez Mangetsu, mais il a une méthode de travail absolument particulière, où en fait il reproduit Tokyo en 3D et tout ça. Et c'est un espèce de délire Unreal Engine et tout. Oui, il y a de la modélisation qui va au-delà du dessin photoréaliste. Exactement, en fait. Ouais. Et ça a été très chouette, parce qu'il y a beaucoup de photos dans ce numéro, chose qui est plutôt rare aussi dans Atom. Ouais. Et moi, c'est peut-être mon numéro préféré à ce jour. Ok. Avec le numéro 1 pour des raisons affectives évidentes. Bien sûr, j'imagine. Voilà. Le numéro 1, c'était quelque chose. Et les meilleures interviews, allez, je te demande pas de me faire un top 3, parce que ça peut pas marcher comme ça.
Mais tu nous as déjà parlé de Asano, Je entre vais vous autres. couper 2 minutes et donner les gagnants parce que ça Ok. s'emballe dans le chat. Ok. Alors, du coup, attention. Le premier gagnant est Culture Dream 6. Culture Dream 6, Ensuite, c'est Liniel 1984. Liniel 1984, Brou Brou 1412. Brobro 14-12. Broubrou 1412, ok. Pardon. All Pinux All Pinux. et Sakimi. C'est bien parce que vous n'avez pas des pseudos super galères à prononcer. En général, c'est un peu le piège sur Twitch. Et Sakimi, du coup, pour le dernier. Ok, on fera un petit tirage au sort. J'espère que le numéro que vous aurez, évidemment, correspondra à vos attentes. Si jamais vous l'avez déjà, mais non, je ne peux pas dire ça parce que sinon, on va commencer les histoires. Mais bon, j'espère que ça vous ira dans le tirage au sort, vraiment. Si vous Et n'avez ça vous va pas, si vous n'avez sachez pas le que- numéro 1, c'est. Voilà. Hein, Voilà, exactement, tant pis. Et si vraiment il y a des galères et tout, moi j'ai plein de doubles de Atom chez moi. Donc voilà, on pourra toujours s'arranger à un moment donné. J'ai eu la chance de recevoir 3 en double en fait à un moment. Avec qui oui, il y a eu une sorte de petite. Il y a eu un petit micmac ouais. et voilà. Ça fait des mois qu'ils sont prêts à être offerts. Et malheureusement, les gens qui viennent chez moi régulièrement ont déjà Atom. Donc forcément, ça ne sert à rien de leur offrir. Mais voilà, ça pourrait servir en cas de. Et donc, Fausto, tes meilleures interviews comme ça, ou même une interview, t'as vraiment. Ouah, il y en a eu beaucoup, hein, parce qu'il y en a il y a vraiment plus d'une centaine d'entretiens qui ont été mis c'est en pour ça que boîte. je sais que cette question est vraiment horrible. Je m'en C'est excuse. compliqué, il y a il y a des anecdotes assez ubuesques autour de certaines interviews, puis après, tu as les interviews avec les vétérans, avec les maîtres incontestés, tu vois, effectivement, c'est toujours un. T'as fait Otomo? J'ai jamais fait Otomo. Ok. Otomo, je lui cours après depuis un moment. C'est C'est très compliqué, hein. surtout ces dernières années. Ouais. Voilà. Donc, mais bon, tu vois, j'ai eu la T'as chance. rencontré Otomo déjà? Oui, Ouais. mais j'ai pas pu Ok. faire d'entretien, malheureusement. Ok, Ce qui est ok. encore plus frustrant, mais bon, écoute. Mais non, écoute, c'est assez compliqué. C'est assez intimidant aussi quand Inoue tu. Inoue non plus. non plus? Inoue très compliqué. J'imagine que c'est très loin dans la liste des trucs à faire absolument. Ouais. Bah, tu sais, de toute façon, après, tu pars depuis le numéro 1, il y a une wishlist, puis tu lances Commence un à rayer les peu. noms dans ta requête. Voilà, tu rayes les noms. Et puis, non, après, il y a des. Moi, j'étais très impressionné par Tetsuya Chiba. Ouais. Très impressionné. Ouais. En plus, on a été chez lui. Ça, c'est ouf. Donc voilà, il y a des auteurs qui travaillent à domicile. Donc quelqu'un Ouais, comme bien Rumiko sûr. Takahashi, elle travaille à domicile, donc Ok. on va chez elle. Trop bien. Euh, Comme si t'étais dans la cuisine de Rumiko Takahashi, comme si c'était normal. Tetsuya Vous Chiba, ouais, méditez très impressionnant. J'ai vu la mère de Rumiko Takahashi, si tu Ok. veux des infos comme Ok. ça, qui a débarqué en plein Tu as entretien. vu la mère d'Akira Toriyama parce que c'est vraiment J'ai pas vu la mère légende. d'Akira Toriyama, non. Mais après, il y a des, tu vois, quand tu vas chez, je te fais un peu un medley, mais Leiji Matsumoto, il t'accueille chez lui, il t'accueille de nuit parce qu'en fait, il dort le jour. Donc en fait, toutes les interviews Ok. ont lieu après 20h, voire 22h. Donc Ok. quand on est sorti de chez lui, il était minuit. Ok. Euh, Sachant que Tokyo la nuit, c'est le truc le plus magique du monde en plus. Donc, bah, lui, j'imagine il habite un peu, il est Ouais, assez excentré. un peu Hein. reculé, ouais. Il est assez excentré. Tu as quand même pas mal flotté quand tu pars de chez Leiji Matsumoto. Ouais, en c'était fait. c'était assez rigolo. Après, t'as des expériences. Hiroaki Samura, c'est pareil, c'était chez lui. Ok. J'en connais un qui va être très très jaloux. Là. Dans son atelier, N'est-ce pas, Bruno qui est à domicile et qui, il travaille de chez lui. Et, la clim marchait pas. J'étais avec Sébastien. Il faisait hyper chaud. On était au mois d'août. Je me souviens, il Ouais. transpirait à grosses gouttes. Quand tu es intervieweur, il y a quand même un peu moins de travail. En revanche, l'interprète, c'est à clair, ce moment-là qu'il c'est bosse. Quoi. clair, ouais, Toi, c'est tu es clair. plutôt tranquille, tu es content, tu poses tes questions. Là, je voyais que c'était assez compliqué. Yoshikazu Yasuhiko, c'était aussi chez lui. Ok. Donc ça fait partie des légendes et Bien sûr. c'est incroyable en fait. Après, Bien le sûr. mec t'amène dans son atelier, tu regardes ses outils de travail, tu lui poses des questions. Il y a plein de... Voilà, il y a plein de choses qui se passent off record et qui sont vraiment très très chouettes, tu vois. Il y a des interviews curieuses, des entretiens curieux. Suehiro Maruo, j'ai été chez lui aussi. C'est pas étonnant que ce soit curieux. Voilà, c'est. Mais non, écoute, j'ai très impressionné par Tetsuya Chiba, très impressionné aussi par Hiroshi Hirata qui nous a quitté assez récemment. Évidemment, Takao Saito, tu vois, ça fait partie. Moi, les vétérans, ça me touche énormément de les rencontrer, puisqu'il y a aussi une mission, ça fait un peu peut-être exagéré ou prétentieux de dire ça, mais l'envie d'enregistrer peut-être leur voix une dernière fois, parce que en fait, personne ne les a peut-être rencontrés ou parlé autant avant. Technique pure. Ouais. Tu filmes jamais, mais par contre, tu as dictaphone.
Ça veut dire que ces interviews pourraient être mises en ligne sur du YouTube ou... Ah oui, il n'y a pas d'image, mais il y a du son. Et que ouais. les Japonais puissent les comprendre et les écouter, quoi. Alors, tu sais que la plupart des 80% des entretiens que je réalise sont retraduits en japonais derrière pour validation. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, ils Enfin, ce qui vérifient. ne m'étonne pas, parce que Voilà. c'est pareil pour nous. Ils vérifient les propos. Il y a très très rarement de retouches qui sont demandées. Surtout vu la méthode. Voilà. Après, il y a travail. parfois quand il y a certains noms qu'un auteur a cités pour pas se mettre dans l'embarras, pour éviter d'évoquer un ancien tanto avec lequel il a travaillé ou d'autres mangaka qu'il n'a pas forcément Bien sûr, envie de mettre dans le pétrin ou d'impliquer dans sa réflexion. On me demande de rayer les noms, quoi. Ok. Mais voilà. Ok. Et parce que ce serait un bon petit Kazuo trésor. Uezu, voilà, ça c'était une rencontre incroyable. Kazuo, Parce que mec, c'était tu chez m'étonnes lui. En même temps. Alors- Chez lui, en plus, dans Alors sa une maison complètement petite ouf, là. anecdote assez drôle. Donc, Sa maison, c'est un peu Charlie à la chocolaterie, non? voilà, C'est- sa maison, c'est entre Charlie à la chocolaterie et Neverland de Michael Jackson. Ouais. Donc lui, d'ailleurs, me rappelle beaucoup Michael Jackson. Ouais. C'est-à-dire que cette espèce de mec qui refuse de C'est le blouson grandir, rouge, là, c'est- son espèce d'attitude comme ça, complètement anachronique, cette espèce de monde qui s'est créé, etc. Son côté asexuel aussi. Ouais, Il y a c'est vraiment quelque chose de C'est très clair. passionnant, Ouais. intéressant, intriguant Il y chez a un Kazuo super Uezu. tracks que vous pouvez aller voir du coup où il est chez lui. Tout à fait. interviewé chez C'est lui, Yves Montmeyer, justement, un de mes qui a amis, fait le voilà, docu sur Kitano aussi. ok. voilà, et qui a fait ce sujet pour Trax, qui l'a fait après en fait, l'entretien qui avait été publié dans le numéro 2, je crois, Ouais, c'est le d'Atome. 2 ou le 3. Ouais. Ouais, c'est ça. Et là, donc, on a été chez Kazuo Uezu. L'éditeur de Shogakukan qui nous a accompagnés était hyper excité à l'idée d'aller chez Umezu. Parce que Umezu, c'est une rockstar en plus. au Exactement. Japon, Et puis il donc, n'avait jamais été chez ouais, lui. ouais, Il chez l'avait lui, même ouais. jamais rencontré. Ok. Donc, Il lui faisait un beau cadeau. voilà, l'interview était très longue en plus. On a fait quasiment 2 heures d'entretien. C'est quelqu'un qui a une mémoire encore très précise, qui est très très vivace, qui s'est remis à dessiner récemment, et ça c'est vraiment chouette. Il y a une Ok. exposition qui a lieu à Tokyo justement autour de l'œuvre de Kazuo Umezu avec des dessins inédits, des peintures inédites, et ça c'est très chouette. Il en a d'ailleurs fait une pour le prochain festival Ouais, ouais, d'Angoulême. tout à fait, ouais. Vous avez révélé il y a quelques jours. Voilà, et en fait, à la fin de l'entretien, donc sa maison, c'est une sorte de maison-musée. J'ai pris quelques photos de lui d'ailleurs, et à la fin de l'entretien, juste dans son entrée, il y a un espace, très très grand espace, où il y a que des figurines et que des produits dérivés en fait. De son œuvre. Ouais. Voilà. Et notamment de sa fameuse marinière blanche et rouge. Voilà. Plein de choses, des créations, ça allait de Makoto-chan au coq de Fortine, en passant par les persos de Je suis Shingo, enfin plein de choses, et dont des figurines de cette taille-là, enfin des Ok. trucs assez énormes, quoi, Ok. qui pour la plupart ne sont plus édités, plus disponibles, Ouais, bien etc. sûr, bien sûr. Et en fait, en partant, il me dit prends ce que tu veux. Mais non. Et donc j'étais avec Aurélien, et je lui dis à Aurélien, je fais mais il dit ça par politesse ou je C'est peux vraiment compliqué en prendre ce que plus je dans veux. ces cas-là, le cadeau au Japon. C'est ça. Parce qu'avec Et, Applica, tu l'as refusé 2 fois, etc. Enfin, Et Aurélien me dit, écoute, je pense que c'est. Je lui fais, écoute, pose-lui quand même la question, parce que je voudrais pas commettre un impair et je voudrais pas. C'est clair, parce que bon, c'est clair. effectivement, là, je ne sais trop que choisir, quoi. en plus, ouais. Et il lui pose la question, il fait, ouais, c'est ça, mais prends ce que tu veux, mais prends tout ce que tu veux. Et donc, bon, je voulais pas non plus en prendre 12 C'est 000, clair. j'en ai pris qu'une. Il se barre avec son sac à dos plein. J'en ai pris qu'une, mais j'en ai pris une très grosse. Ouais, J'ai ok. pris la figurine, c'est un truc un peu pointu, mais j'ai pris Alien Baltan, qui est en fait une créature d'Ultraman que lui-même a redessiné en fait en D'accord, ok. 68. Ok. 68, je crois c'est ça, ou 66, c'était quasiment concomitant avec la sortie d'Ultraman à l'époque. Ok. Et donc je suis reparti avec ça. Et en fait, lui voulait que j'en prenne plus, et puis j'ai pas osé, voilà. Et pour terminer, il m'a aussi fait cadeau de sa casquette, qui était une casquette, une sorte de casquette fourrée, un peu comme une chapka. Oui, À car- il porte souvent ce genre Voilà, de truc. à carreaux rouges, parce que ce jour-là, j'avais une sorte de chemise de bûcheron à carreaux rouges. À carreaux rouges, pardon, et donc du coup il a trouvé que aller c'était bien parfaitement avec, ouais. assorti, et il me l'a mis sur la tête, et je suis reparti avec une Trop figurine bien. et sa casquette sur la tête. Trop C'est bien. drôle. C'est incroyable. Voilà, donc ça incroyable. c'était une anecdote qui était assez marrante, ouais. Incroyable. Bon, à l'avenir, quand on pourra retourner à Tokyo, fais-toi filmer quand tu vas faire des interviews, parce que je pense qu'il y a un docu légendaire à sortir. Ah écoute, ouais, c'est Tu demandes aux peut-être. équipes d'archipel, là, ils viennent me prendre les belles raids et tout, hop, on se fait un Peut-être, truc ouais. incroyable. Et C'est pas mal ce qu'ils font d'ailleurs, j'ai déjà vu c'est des fabuleux ce qu'ils vidéos, font, ouais, c'est Archipel. très Pour très moi, cool, hein. avec Atom, c'est hyper complémentaire en plus, Mm. et notamment avec Terada, avec ils sont plus du côté illustrateur et moins BDA. Shinichi Sakamoto, c'était eux qui avaient fait la vidéo aussi, hein, Sakamoto, ouais, c'est très bien ça. qui est magnifique. Où il commence sa nouvelle série, il finit Innocent à ce moment-là, je Ouais, crois. ouais, on le voit courir, il y a une vidéo un petit peu justement contemplative, Exactement. assez publicitaire dans l'esthétique, Tout à mais fait. justement c'est assez rare d'aborder des auteurs par ce prisme justement un peu. Tout à fait. Et puis peu Sakamoto beau, est quoi. un mec
hyper intéressant. Ah ouais, qui était très intéressant dans une aussi, crise hein. un peu dans sa vie et tout. Enfin, voilà, ils ont réussi à capter une essence. Et, non, vraiment, Archipel, sur YouTube, si vous ne connaissez pas, c'est des Français qui sont expatriés. Notamment, je crois qu'elle s'appelle Pauline, si je dis pas de bêtises, qui maintenant ne fait plus partie d'Archipel, mais qui surtout faisait Toco Toco à l'époque sur No Life, qui est une émission que pas mal de gens connaissent. Et ils font un travail absolument formidable. Donc, alors, c'est pas du tout que sur les illustrateurs ou les mangaka. Il y a beaucoup de développement de jeux vidéo. Eux, ils viennent surtout de ça, et donc ils ont un gros réseau. C'est pas Anne Ferrero, non? Quelque chose comme ça ou... Peut-être Anne. Je sais plus. Peut-être Anne, j'ai un doute. Je suis vraiment désolé parce qu'on s'est rencontrés Je une me fois à posais Tokyo la question et à haute elle voix. allait partir d'Archipel à ce moment-là. Après, moi, j'ai continué à travailler avec ces deux collègues. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas Archipel sur YouTube, vraiment, vous foncez. Vous avez 100 heures de contenu réel, vraiment au poil, sur des artistes fabuleux. Il y a même des trucs sur des cuisiniers. Il y a des trucs sur votre licence préférée, c'est sûr. Ils ont les portes de Fumito Ueda et d'Hidetaka Miyazaki qui leur sont ouvertes. Ils te retracent l'histoire de Resident Evil comme tu l'as jamais entendu et tout. Enfin voilà, vraiment Archipel, c'est de la bonne grosse dinguerie. Et encore, il y a des projets qui auraient dû sortir et qui ne sont pas sortis malheureusement. Mais voilà, et soutenez-les parce qu'ils le méritent. En plus, c'est pas du tout des youtubeurs qui vont vous réclamer votre argent, mais croyez-moi qu'ils en ont besoin. Si vous pouvez donner sur Patreon, en plus vous aurez les vidéos en avant-première et tout ça. Enfin bref, c'est vraiment des gens qui travaillent très bien et je ne fais que saluer leur travail. Et très complémentaire d'Atome, donc voilà. Foncez dessus. Quant à nous, il est méga tard. On a méga faim. Moi, je suis méga fatigué parce que je me suis levé trop tôt ce matin. C'est le fait de posséder un enfant qui fait ça. Tout de suite, du coup, Kagen, jingle, et on évoque très rapidement les sorties de février. C'est parti. Alors en réalité, les infos de février, c'est juste un récap de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que donc les chefs-d'œuvre de Junji Ito est décalé au 23 février. Je ne sais plus si c'est le 21 ou le 23, je suis désolé, mais ça doit être sur tous les sites de vente ou chez votre libraire, où vous devez avoir l'info. Shigehime qui pareil sortira du coup le 16 février, mais qui... On le reçoit demain au bureau, autant vous dire que je suis un peu dégoûté. A une magnifique jaquette avec des effets de fab superbes et tout. Et voilà, je suis vraiment très content qu'on puisse débuter cette série. Ça a été un gros travail aussi en DA, en prépa et tout. Et c'est vraiment un super bouquin, donc j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Et puis la troisième sortie du mois de février sera Chiruran, tome 6. Un peu de Shinsengumi. Et malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle du jour. On va se quitter là-dessus, mais je pense que vous avez eu un très bel épisode de Tsukimi, donc vous pourrez vous en remettre. Il n'y aura pas d'annonce ce soir. La vidéo a été tournée vendredi dernier, elle a été montée ce week-end. Problème, il nous manque une validation. On a parlé de Shueisha tout à l'heure. Et Shueisha, c'est voilà, carré et il faut des valides et tout. Peut-être que cette vidéo peut sortir dans la semaine parce que ça peut arriver n'importe quel moment. C'est juste un mail qui nous dit oui, allez-y, go, c'est parti. Peut-être sinon qu'on tournera une autre annonce là pour ce mois-ci qui sera un peu en décalage et que cette annonce du coup de cette série auquel je tenais beaucoup sera pour février. Je sais que certaines personnes sont déjà au courant, je ne sais pas comment, mais de ce que sera cette série. En l'occurrence, c'est un géant et c'est un ancien et c'est quelqu'un qui a vraiment fait ses preuves sur des mangas absolument cultes et qui a croisé Katsuhiro Otomo aussi dans sa carrière. Donc autant vous dire que je suis assez excité à l'idée de vous l'annoncer. Mais si vous voulez de l'info, du coup, un peu de leak, un peu de trucs, on débute une collaboration avec un nouvel éditeur, un très gros éditeur là ces jours-ci, qui n'est pas Shueisha du coup, parce que c'est aussi une info avec Shueisha, du coup, vous le savez, qu'on va commencer à travailler avec eux. C'est un peu l'autre, j'ai envie de dire. On a signé beaucoup de très belles séries pour 2023. On a un peu changé aussi notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on a un peu plus d'avance maintenant. Donc une série qui va être signée en janvier 2023, ça ne veut pas dire qu'elle sort en septembre cette année. Elle va peut-être attendre mai de l'année prochaine parce qu'on va pouvoir un peu mieux articuler la saisonnalité des sorties et tout. Et l'équipe se porte à merveille en ce moment et je salue très fort Carole, je salue très fort Black Studio et tous les gens avec qui j'ai l'honneur de travailler sur cette collection. Je vous l'ai dit, j'ai fait un petit bilan parce que vous savez on aime bien donner les chiffres et tout ça. Alors je passe vite dessus, ça fait un peu les gros chevilles et tout, mais Mangetsu est le plus gros lancement ever pour un éditeur de manga en France et de très loin en vrai, et juste sur la France sans même compter l'international, donc c'est fou. Je crois que sur la France exactement le chiffre c'est qu'on a vendu 150 000 mangas entre le 26 mai et le 31 décembre, donc je suis hyper conscient qu'on est aidé par un marché qui est absolument colossal, mais on est aussi arrivé après le pass culture et tout ça. C'est l'année d'Aohashi, Junji Ito va développer plein de choses, il y a plein de très belles choses qui arrivent, il y a des déceptions aussi, mais celle-là on en parlera quand il y aura prescription dans quelques mois. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à avoir, mais que vous aurez chez d'autres éditeurs, donc c'est pas très grave finalement. Et voilà, je suis vraiment très fier de ces 6 premiers mois. Mine de rien, on n'a que 6 mois, on aura 1 an dans 6 mois du coup, et ce sera l'occasion d'une belle fête à ce moment-là.
J'espère sincèrement que Japan Expo aura lieu parce qu'on a prévu des très belles choses. Je suis hyper content qu'on ait un festival d'Angoulême parce que ce sera l'occasion pour nous. Alors, on n'aura pas de stand cette année à Angoulême, mais moi, je serai sur place en l'occurrence, au Mercure entre 19 et 23 heures à discuter avec tous les gens de la BD en France parce que c'est le haut lieu de la discussion. Voilà. Et ça va être chambé. Vraiment, merci Fausto d'être venu du fond du cœur. Merci de m'avoir invité. D'avoir partagé toutes ces histoires avec C'était nous. un plaisir. Et vraiment, on s'est dit même pas la moitié de tout ce qu'on avait à se dire. Donc, tu reviens. C'est acté, que ce soit en saison 1 jusqu'au mois de juillet ou en saison 2 l'année prochaine à partir de septembre, tu reviens, c'est sûr. Avec plaisir. Et on poursuit la discussion. Et voilà, vraiment, merci du fond du cœur. Merci à toute l'équipe, à la régie. Vous êtes les meilleurs comme d'hab. On n'a oublié aucun giveaway, Janice. C'est bon, on est bon. On a juste fait gagner trop d'atomes. Je vais me faire engueuler dans 2 minutes. Mais voilà, on vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous surtout. Très bonne année encore une fois. Et puis lisez plein de mangas. Moi, je suis en train de finir 20th Century Boy là, ma relecture. Enfin, c'est 21 même d'ailleurs, parce que je viens de finir 20. Et je me régale. Donc voilà, lisez les mangas. Et bisous à Vega Dupuis. On fait un petit raid chez eux s'ils sont encore en live, ce qui est pas sûr du coup, parce qu'il doit être très tard. Mais ils sont couchés. On me souffle dans l'oreillette qu'ils sont en train de dormir. Il est couché, là. Il est en train de coucher son fils. Il est là. Non, c'est bon, j'ai arrêté ces conneries. Mais s'ils sont encore là, bon raid et merci tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous.